Bonjour à tous. Tout le monde a pu rentrer là. On avait un petit problème avec Zoom au démarrage. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Très bien. Alors, mettez simplement, on va pas faire de tour de table parce que Bonjour. on est déjà 65, donc on ne fera pas de tour de table. Simplement mentionner votre numéro de CAUE ou d'union régionale, voilà, ou indiquer votre union régionale. Donc, à cette visio sont invités les adhérents comme les non-adhérents, puisque la convention collective que Ah, l'on ok, je suis ça. rattachera Ok, s'imposera à bon bah tout à l'heure. tous. Et puis, elle est ouverte au président et au directeur également et aux délégués régionaux. Je ne sais pas si notre président, Joël, je sais pas, alors il y a 2 pages de présence, je ne sais pas si vous êtes là. Bonjour. En tout cas, participe également à cette réunion qui est la dernière avant le vote du 25 septembre par les présidents. Participe également Marie Coeffet, donc consultante pour la fédération, mise à votre disposition pour vous appuyer dans le cadre des simulations pour ceux qui ont souhaité le faire, et puis également représentante du cabinet Del Sol, qui nous a accompagnés notamment dans la recommandation patronale, dans l'expertise HLA, et plus largement aussi dans certains points très précis du benchmark relatif à ces 2 conventions collectives. Je disais juste que c'était l'ultime visio parce qu'il y a eu de nombreuses visios depuis le mois de novembre proposées au président ou au directeur. Plusieurs d'entre vous y ont participé d'ailleurs. Pour ceux qui sont adhérents, vous pouvez les retrouver dans Dièse. Est-ce que quelqu'un voit un inconvénient à ce que cette visio soit enregistrée? L'objectif n'est pas de la diffuser sur les ondes, évidemment, mais c'est de la mettre également à disposition des adhérents dans la plateforme Dièse. Donc, si des personnes s'y opposent, on ne le fera pas. Voilà, donc soit vous levez la main, mais peut-être vous prononcez, vous dites non, vous présentez, vous dites que vous n'êtes pas favorable à cette mesure et on enlève l'enregistrement. Est-ce que des personnes y sont défavorables? Non, c'est bon, je vois pas de main levée et je n'entends personne. Très bien. Alors, Ah, je suis pas certain. Je regarde. c'est peut-être alors Peut-être couper c'est la vos, seule que je connais pas, c'est celle-ci. vos micros Les autres, je les connais pas. simplement pour qu'on puisse avoir un La orange, je vais voir, échange. c'est celle sans. Ouais, c'est celle-ci. Ok. Alors, Président, le temps que vous nous rejoigniez, je vais juste lui mettre remettre un petit message, à moins qu'il ait une difficulté pour se connecter. Et je regarde dans ma messagerie. Non, je vois rien. Hop, alors, Non, je sais pas. Ah, désolé. Si, là, je t'en bien. Alors, en attendant que le président nous rejoigne, j'ai pas de contre-ordre de sa part, donc je pense qu'il y a juste un petit souci de connexion. Bonjour, mesdames, messieurs les présidents, les directeurs, je vois également quelques délégués. C'est un dernier temps avant le vote qui doit donc surtout vous permettre de poser les questions que vous n'auriez pas pu poser jusque-là, soit par écrit, soit via les différentes visios qu'on a eues. Je vais juste rappeler où on en est. Donc, compte tenu de la demande de plusieurs d'entre vous qui n'étaient pas dans le groupe prospectif de procéder aussi à des simulations dans vos CAUE, on a repoussé le vote du 4 juin initialement prévu à l'AG au 25 septembre à l'occasion d'une conférence des présidents qui, elle, peut contrairement potentiellement rassembler le plus grand nombre d'une part et surtout donc pour cela se tenir en distanciel, ce que ne peut pas faire une assemblée générale, en tout cas pas celle de la fédération ni d'ailleurs celle des CAUE. Ce qui fait que ça a redonné un peu l'été, 3 mois, à
à pas mal de CAUE, semble-t-il, de faire les simulations. Donc nous, on a fait patienter le ministère du Travail en lui disant ce n'est qu'un report, on va effectivement, on continue toujours à travailler sur ce sujet, on continue à affiner les points du benchmark et on vous demande de tenir compte de ça et de ne pas nous imposer quelque chose pendant l'été. Donc le ministère a été OK pour patienter jusqu'au 25 septembre. Bon, après, le contexte actuel, vous le connaissez, il n'est peut-être pas propice à des décisions non plus de ce type-là. Mais voilà, donc le ministère sait que le réseau des CIE travaille à ce choix. Derrière ça, comment ça va se passer? Derrière, il y a deux possibilités. Et on vous posera aussi la question, soit on demande au ministère de nous rattacher donc de lui-même, et c'est un acte fort de choix, de nous rattacher à la branche qu'on aura, entre guillemets, sélectionnée. Euh, donc, ça, c'est évidemment le temps que le ministère prenne sa décision, il va quand même s'écouler quelques mois, le temps que ça soit étendu aussi. Mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est rattaché, la convention collective s'impose. Donc, on peut imaginer que les quelques mois administratifs sont mis à profit pour un petit peu se mettre au cordeau et essayer de s'adapter à la convention collective. Bon, il n'y a pas non plus... enfin, en tout cas, voilà, ça c'est la première hypothèse. Soit on donne toujours bien notre choix au ministère et on lui dit on va engager des négociations avec la branche que l'on a choisi. Et donc, du coup, ça passe par une voie syndicale. Et on a en théorie, en tout cas, plus de temps. Et on peut imaginer négocier une date de mise en œuvre, une date d'application de la convention collective pour, on va dire, faciliter l'entrée des structures dans cette nouvelle branche. Voilà, c'est en gros les deux scénarios possibles, réalistes pour le réseau des CIE, comme pour beaucoup. Donc voilà, on vous questionnera aussi après ce temps-là sur ces deux hypothèses. La première étant un circuit court, à la fois dans le temps et en termes de process. Ça vient du ministère, on lui donne notre choix, ça vient du ministère, il y a un arrêté qui est pris, c'est lui, il y a une modification de champ, mais ça passe, on va dire, par voie ministérielle. Soit on lui témoigne là, du démarrage des négociations avec la nouvelle branche. Et dans ce cas, je dirais que ça met fin aussi à toute hypothèse de rattachement un peu autoritaire. Voilà pour le cadre. Tout ça dans les délais. Alors autant vous dire que déjà d'ordinaire, on n'a jamais de délai, on n'a jamais eu de délai de réponse du ministère du Travail sur quoi que ce soit. Donc sur un sujet comme ça, on n'en a pas non plus. Dans les deux cas, c'est des procédures qui prennent plusieurs mois. Voilà. Mais après, un arrêté ministériel, voilà, on ne saurait pas. Et dans le contexte actuel, ça sera peut-être un peu plus long aussi, on ne sait pas. Voilà. Je pense que l'idée, c'est de vous donner la parole. Donc, vous le savez, il reste deux conventions collectives en lice, BETIC et HLA, qui sont très différentes. Vous avez été destinataire d'un benchmark général, puis d'un benchmark affiné. On sait qu'il y a des points particulièrement, on va dire, distinctifs entre ces deux conventions collectives. Si je les résume rapidement, c'est, on va dire, la datation des conventions collectives. Syntec est une convention très ancienne, un peu en mode à l'ancienne aussi sur certains des aspects. La convention HLA reprend aujourd'hui celle des FSJT qui a donc vocation à évoluer, pas de façon radicale, mais à évoluer tout de même, puisque leurs négociations ne sont pas terminées, elles se sont prolongées d'un an. Donc, dans l'esprit, ce n'est pas tout à fait les mêmes conventions collectives. Dans le nombre, ce n'est pas non plus le même nombre d'adhérents. 10 000 d'un côté, 1 million pour Syntec. Ce qui veut dire que dans la classification aussi, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Évidemment, aucune n'est parfaite pour le réseau CAUE puisqu'elle ne prend pas en compte aujourd'hui le champ que recouvrent les CAUE, les métiers CAUE. Mais vous avez pu découvrir un peu les modes de classification qui sont différents. Elles sont différentes aussi sur la formation. La formation Syntec, la cotisation, évidemment, elle s'adresse à plus d'1 million, donc elle est largement inférieure à celle de chez HLA. Le sur-mesure chez Syntec, un peu CAUE, serait beaucoup plus difficile à faire que chez HLA. Vous avez un 13e mois obligatoire chez HLA et on a vu avec les dernières expertises que si certains certains CE se rapprochent des minima déjà, on peut envisager avec des mesures particulières quand même de considérer qu'il n'est pas, qu'il est déjà intégré en fait dans les salaires. On a des différences aussi sur le forfait jour. Donc on a eu aussi une expertise dont vous avez été destinataire sur le forfait jour. Voilà, il y a différents points comme ça qui sont peut-être les plus, voilà, sur lesquels il y a le plus de différences. Après, ça ne veut pas dire que sur le nombre de congés maternité, dans le détail, il n'y a pas aussi des différences et chacun a pu prendre les critères après qui lui convenaient pour regarder plus précisément ce qui pouvait l'impacter. Voilà, c'est pas le même OPCO non plus. La mutuelle que nous avons actuellement se retrouve dans les deux branches. Aujourd'hui, il n'est plus possible depuis quelques années d'imposer une mutuelle. Donc, il peut y avoir des négociations collectives, mais on ne peut pas imposer une mutuelle. C'est déjà le cas pour la mutuelle des CE qui n'était plus imposée depuis quelques années, même si 95% d'entre vous l'avez gardée. Voilà, peut-être que j'oublie certains points, mais je souhaite vous céder la parole. Et puis, je remercie le cabinet d'Elsol, Marie Coeffed, d'être présent à cette séquence qu'on a prévue jusqu'à 8h30, 9h moins le quart. Voilà, en se disant que c'était quand même la dernière d'une longue série. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous avez votre petit bouton de main levée. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment un temps juste avant le vote pour que voilà, vous puissiez avoir, euh, disons, évacué tout doute possible ou toute question possible. Alors, est-ce qu'il y a des questions, même si elles vous semblent simples, posez-les, nous, on est là pour vous répondre. Est-ce qu'il y en a aussi? Ouais. Alors, je regarde juste. Bonjour, vous m'entendez? Attendez, Oui. Voilà. Bonjour à tous. Oui, merci de cette rencontre en visio juste après les vacances. On a regardé les simulations d'impact, les simulations salariales et l'impact sur la masse globale des salaires, en essayant d'inclure les charges patronales. Et là, et salariale, et là où nous, on se pose une question côté CAUE, c'est par rapport aux cotisations de la mutuelle. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire puisqu'on n'a pas les éléments. Oui, et puis les mutuelles peuvent être renégociées chaque année. Et il y a eu de part et d'autre des négociations. Donc c'est assez difficile de... Disons qu'on n'a pas donné les chiffres là parce qu'ils ne sont pas garantis dans la durée, les chiffres. C'est Ouais. un peu comme pour Mais les CE, vous avez vu qu'il y a eu des augmentations. Alors ça joue sur deux choses, les facteurs, ça peut jouer sur des augmentations et ça peut jouer aussi sur la la distribution. répartition entre employeurs et Voilà, salariés. voilà. Et donc, il y a bien cet inconnu qui reste Mm. et qui peut avoir un impact quand même conséquent à la fois pour les salariés comme pour l'employeur. Oui, Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire que le vote du 25, il porte sur une CCN, mais pas sur le régime de santé prévoyance. oui, c'est ça, tout à fait. Alors après, si certains le veulent, on peut demander aujourd'hui les tableaux, mais vous savez que c'est pas sur les 3 ans à venir, on ne pourra jamais garantir que ça va être stable. Si c'est possible, oui, on veut bien les tableaux. Parce que sur la HLA, on n'a pas compris quelle était Enfin, donc je viens de comprendre que la mutuelle ne peut pas être imposée, mais Non. sur HLA,
on n'avait pas d'indication de quelle mutuelle, à quelle mutuelle on pourrait être affilié. Alors, il me semble que dans le premier benchmark, on les avait mentionnés, les mutuelles. Je vais le rechercher pendant qu'il y aura la deuxième Non, question. mais donc Il y a voilà, notamment HLA. Il y a notamment aussi Malakoff. ok. Et du coup, une autre question, L'avantage que les euh, origines étaient anciennes. c'est que euh, j'ai compris que santé et prévoyance, on était sur une portabilité Malakoff depuis la dénonciation, enfin depuis l'année dernière, depuis cette année, depuis janvier 2024, enfin ou même depuis décembre 2023, on est sur une portabilité Malakoff humaniste euh, qui dure 1 an, parce que c'est la fin du contrat et du coup, ils se doivent de nous porter encore 1 an. Mais si, comme la convention collective, elle va vraisemblablement pas s'imposer fin d'année Tout à fait. 2024, comment fait-on? C'est quoi Donc, le nous, on a plan B posé sur la... la santé prévoyance collective? Alors, sur la santé, alors là, on n'est pas sur la CCN en direct, on est sur la période encore transitoire qui va se prolonger. On a fait deux choses. On a demandé à Malakoff s'il était possible d'envisager de prolonger encore en 2025 ce portage-là. Et on a demandé au ministère du Travail si, d'un point de vue aussi juridique, il n'y avait pas d'impossibilité à le faire. Donc, nous, pour l'instant, on n'a pas les réponses à ces deux questions. Mais ça a été posé. Ah, alors il y a quelqu'un, mais là, je ne vois pas qui. C'est le Lozère. OK. Voilà, donc on attend les réponses sur ces deux questions de la période transitoire, puisque enfin voilà, quel que soit le procédé, c'est évident que on ne sera pas rattaché forcément au 1er janvier. Il y aura peut-être encore 6 mois derrière ou quelque chose comme ça. Donc, il faudra trouver une solution de nouveau transitoire. Alors, oui. OK, il y a des mains levées. Alors, je vais dans l'ordre de ce que je vois à l'écran. M'excuserez, mais je vois Stéphane, c'est le Haute-Savoie. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi j'ai une réflexion et peut-être une question. Mais ma première réflexion est une forme de question aussi là notamment pour les spécialistes. On a beaucoup évoqué la question du 13e mois concernant HLA parce qu'on comprend très bien, c'est une question qui inquiète beaucoup de CAUE qui n'ont pas actuellement le 13e mois. Et de ce point de vue, vous avez fait passer une note là, qui, je pense, apporte pas mal de réponses déjà, note du 12 août, publiée le 13. Le cas de figure moi, dans lequel je suis, c'est que j'ai déjà un 13e mois qui est contractuel. Et par effet d'application de BETIC, où globalement il y a une grille de salaire qui est déjà assez élevée, notamment pour les hauts salaires, il s'avère que moi, il me semble que je suis obligé, puisque c'est contractuel, d'appliquer le 13e mois en plus des conditions minimum salariales de BETIC, ce qui fait que ça amplifie l'impact sur la masse salariale, puisque ça me fait augmenter d'autant les salaires par rapport à une grille de salaire qui est déjà relativement élevée, notamment sur le salaire. Donc ça, c'est une prudence peut-être qu'il faut quand même avoir, me semble-t-il, parce que je sais que chez nous, l'impact n'est pas négligeable. Et une question, peut-être, parce que ça, c'est un élément d'inquiétude. Valérie, tu l'as bien rappelé, on a quand même chez HLA, on va dire, une approche qui semble socialement plus actuelle et peut-être plus équilibrée. Et pour autant, on a vu l'inquiétude que pouvaient avoir les syndicats, notamment il y a une note qui avait été publiée là avant l'été, par rapport au fait que l'échelle de salaire semble basse. Est-ce qu'il est possible, si les CAUE se rattachent à HLA, qu'on puisse apporter une garantie aux salariés que, effectivement, il n'y aura pas de baisse de salaire, mais sans dire baisse de salaire, en tout cas, il n'y aura pas de gel des salaires, et qu'il puisse y avoir un engagement pris pour que, de toute façon, les salaires en place, mais aussi les salaires à venir, bénéficient d'une grille spécifique peut-être au métier CAUE pour que tout le monde s'y retrouve et n'ait pas l'inquiétude de voir des salaires gelés pendant des années vers le bas. Voilà. Ça, c'était ma question.
Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais, alors bon, j'imagine un peu la réponse, mais je vais laisser soit Delphine répondre, soit... Oui, allez-y Delphine. Alors, peut-être sur la première partie de votre question, observation concernant les minima Syntec. Effectivement, dans les minima Syntec, alors il faudrait qu'on creuse en détail la question, mais comme ça, à mon avis, il n'y a pas de prise en compte possible du 13e mois. Donc là où vous avez raison, c'est que s'il y a un 13e mois contractuel, il faut s'aligner sur les minima Syntec qui sont eux mensuels et qui ne peuvent pas prendre en compte de primes annuelles. Après, sur votre deuxième question, j'entends que c'est toute une question de négociation au niveau de la branche, de dire est-ce qu'on pourrait prendre des grilles particulières au métier du CAUE si on rejoignait la branche HLA. Donc là, c'est plus de la négo, entre guillemets. Oui, c'est possible. Après, ou une grille plus favorable. Oui, par recommandation patronale, c'est ce que vous aviez fait sur certains thèmes au moment de la sortie de la convention. Parce que dit Jessica, je peux. Oui, c'est on est dans le bureau. Pardon. Oui, on pourrait procéder de la même façon avec une grille CAUE qui serait issue d'une recommandation patronale, qui s'ajouterait à la convention Syntec. Ou HLA, j'entendais que c'était plutôt dans l'hypothèse de Oui, bah, en fait, il s'agit, dans l'hypothèse HLA, quand même, de pouvoir rassurer aussi les salariés sur le fait qu'on ne va pas vers une dégradation des conditions d'emploi en CAU. En fait, c'est ça leur enjeu. Hein. Donc oui, on pourrait faire comme ça. Si... Ok. Après, c'est bon, je vois Mathieu Laribe. Bonjour, moi j'avais une question équivalente à celle de Stéphane là, sur les minimums salariés de salaire, donc j'ai eu la réponse. L'autre question, c'est sur l'analyse qui a été faite par le cabinet des sols sur l'intégration possible du 13e mois dans les salaires actuels, dans la mesure où on est en dessous des minima de la convention HLA, puisque nous, les simulations, effectivement, si on applique le 13e mois en tant que tel sur HLA, enfin, tout le monde le sait, on arrive à des diminutions de la masse des salaires et donc des collaborateurs. Est-ce qu'on a enfin, quelle garantie on a sur la stabilité de ce processus-là? Et surtout, est-ce qu'il y a des jurisprudences? Est-ce qu'il y a des branches qui l'ont déjà fait pour s'assurer qu'on puisse bien le mettre en place et qu'on ne se retrouve pas au bout d'un an et 2 ans avec un salarié qui conteste enfin, cette organisation-là, en fait? Un salarié qui contesterait le fait que la structure ait conclu un accord d'entreprise? Ben, un code d'entreprise qui fait que le 13e mois est intégré au salaire, en fait, déjà au salaire. Bah non, en principe, enfin, c'est-à-dire si l'accord est conclu, le risque de contestation individuelle devrait être réduit à zéro. Hein, parce que par D'accord. accord, on peut bien déroger à cet aspect-là, à notre sens. C'est la hiérarchie qui est en vigueur depuis 2017 et qui fait que par accord d'entreprise, on peut négocier des dispositions moins favorables que la branche. Mhm. Voilà, sous D'accord. réserve de respecter Voilà. les Oui, minimums oui, qui intègrent dans la réflexion le 13e mois conventionnel. Mais merci. Je me permets sur cette question parce que moi, j'ai en tout cas une lecture, c'est le CAUE du Morbihan, Christelle Jam, pardon, bonjour, sur cette question d'intégration du 13e mois par accord d'entreprise. Dans la note, à plusieurs endroits, vous indiquez néanmoins que l'accord de chaque salarié, euh, que l'accord express du salarié doit être recueilli malgré la conclusion d'un accord d'entreprise. Donc, non, alors juste pour vous couper sur ça, pour que ce soit clair pour tout le monde, oui, c'est pas, enfin, l'accord des salariés est nécessaire si on touche à la structure de la rémunération actuelle ou à quelque chose qui est dans leur contrat de travail. Voilà. Mais mais l'accord des salariés individuellement n'est pas nécessaire dans toutes les hypothèses qui ont été traitées dans la note. Hein. alors, quand les salariés ont été recrutés et que ils ont un salaire
que par la suite, il y a une prime qui a été accordée. On a une structure de leur rémunération qui détaille bien qu'ils ont un salaire plus une prime qui est venue par la suite. Donc, pour moi, on vient toucher à la structure de leur rémunération. Donc, est-ce que là, on peut se passer de leur accord individuel? Vous voyez? Bah, ça dépend de la source de la prime, en fait, comment elle a été mise en place. Si c'est par contrat de travail, c'est sûr qu'il faut leur accord individuel. Si c'est un usage, normalement, non, il peut dénoncer un usage, soit par la conclusion d'un accord, soit en suivant la procédure de dénonciation. Et dans ce cas-là, on peut toucher à la structure de la rémunération, entre guillemets, parce que la source de l'avantage qui est supprimé est un usage. Donc, il faut vraiment faire le diagnostic de chaque prime. Parce que là, dans votre cas, c'est une prime qui est un usage, qui est quoi? Non, il y a un accord d'entreprise qui a été passé, mais des années après les recrutements des uns et des autres. D'accord, donc la source, c'est conventionnel. Donc, si Ouais. on refaisait un accord d'entreprise, on pourrait déroger sans avoir besoin d'aller solliciter l'accord individuel des salariés. D'accord. Si le CSE s'oppose à l'accord d'entreprise, comment ça se passe dans la négociation? Si le CSE s'oppose, Oui. ah bah, ça veut dire qu'on n'a pas, enfin, Ah, d'accord. ça veut dire qu'on n'a pas d'accord, a priori. Oui, non, non, mais ouais, Voilà. ouais. Et Voilà. on peut pas. Si on n'a pas d'accord, on ne peut pas déroger. Et donc, Hum. le 13e mois s'ajoute. Après, Ouais, on l'accord, il pourrait peut être faire par dénoncé. le. L'accord d'entreprise, il peut être dénoncé. Oui, oui. En revanche, Jessica a tout à fait raison. Vous, comme la prime résulte d'un accord d'entreprise actuel chez vous, vous pourriez dénoncer votre accord d'entreprise. Et donc, au bout du délai de survie de 15 mois, eh bien, votre accord tomberait. Catherine Dumas. Et moi, je voulais revenir sur ce qu'a évoqué Sabine, la question des mutuelles. Parce que mon cabinet comptable avait soulevé ce problème-là et a fait les calculs à partir en fait, des données dont ils disposaient, soit parce qu'ils ont beaucoup en fait, d'entreprises déjà chez Betix, soit parce qu'on leur a transmis des éléments. Et ils nous avaient alerté sur le fait que notre mutuelle actuelle était avec des cotisations très élevées. Ça les a beaucoup étonnés. Et que de toute façon, qu'on aille chez Bettic ou chez HLA, on serait plutôt gagnant financièrement. Et en ce qui concernait les calculs qu'ils ont fait pour mon CIE, c'était assez conséquent, c'était de l'ordre de 20 à 30 000 euros de gains. Voilà. Sur les bases qu'on avait, hein, j'entends bien que ça peut potentiellement être assez fluctuant. Je ne pense pas que ça soit fluctuant voilà, sur des sommes non plus extrêmement conséquentes. Mais moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est que voilà, aujourd'hui, on avait une mutuelle qui était très onéreuse à réfléchir sur l'intérêt que ça apporte et que de toute façon, on était plutôt avantagé sur les propositions de l'avenir. Voilà. Après, ça peut s'expliquer, mais parce que ça peut être Malakoff aussi, les calculs qu'il a fait, par le fait Aussi, que oui. nous n'étions que 1000 et en face, ils C'est sont ça. 10 millions. C'est ça. Donc, les taux de cotisation sont nettement moins élevés. Donc, en fait, au début, c'est vrai qu'on avait pris en considération que l'histoire du forfait jour ou que l'histoire des 13e mois dans nos calculs financiers, qui nous étaient défavorables. Mais en fait, avec la question de la mutuelle, c'était plutôt l'inverse. Ah, merci, Catherine. Mais CE de la Lozère. Ah bah peut-être Marie Coiffet, vous vouliez répondre quelque chose? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, oui, Catherine. Nous avons échangé avec Catherine Dumas suite à ces questions, justement, sur la prévoyance et sur la mutuelle. Donc, on a pu avoir pas mal de réponses par rapport à ça. Donc, il y avait une question tout à l'heure sur quelles étaient les caisses, enfin, quelles étaient les mutuelles, les organismes assureurs recommandés pour les frais de santé. Donc, pour HLA, c'est AG2R Prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et Harmonie Mutuelle. Et pour Bettic, c'est Malakoff Humanis, ASIO et Harmonie Mutuelle. Donc, c'est presque les mêmes hein, pour les deux branches. Voilà. C'était dans le tout premier benchmark. merci beaucoup. CE de la Lozère. Oui, bonjour, merci pour la visio.
Nous, on n'a pas de 13e mois au seuil de la Lozère, mais du coup, avec notre cabinet, quand on a fait les simulations, on s'est rendu compte que sur Syntec, Bétique, il y avait également une prime vacances qui était quasiment équivalente au 13e mois. Voilà, donc je voulais le Ah oui. préciser parce que c'est pas neutre dans les deux simulations. Enfin, Et équivalent. euh, voilà, ça pouvait quand même. Ouais. Je ne crois pas. Marie répondait, mais je... Oui, non, en fait, la prime vacances de Bétique naît d'après toutes les différents échanges que j'ai eus avec les directeurs du CAE. Ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement impactant, puisque cette prime vacances est calculée sur 10% de ce que reçoit en fait le salarié quand il part en vacances. Donc, c'est sur la prise en charge de ses congés par par l'employeur, et c'est 10% de ça. Donc, si quelqu'un part un mois, c'est un dixième de ce qu'il aurait reçu pendant ce mois. Donc, c'est pas très important. J'ai entendu parler, je crois que c'était hier, d'une structure de 11 salariés. L'impact est de 6 000 € par an. Mais bon, c'est de l'argent, mais c'est pas aussi important qu'un 13e mois pour Oui, parce la que ce n'est pas structure. 10% du Du montant annuel. salaire annuel brut, c'est 10% de 12% en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est 10% de l'indemnité De congé payé. Alors, tout dépend si l'indemnité, si la personne a démarré en cours d'année et que son indemnité, il a que droit à quelques semaines de vacances ou s'il a la totalité de ses congés, bien sûr. Mais a priori, on a grosso modo un mois de vacances par an, congés payés, et donc c'est 10% de ce montant-là. Alors, Merci pour cette Forme de précision. prime, hein. je prends une question dans le chat, le 48, qui dit: Notre cabinet conseil nous a alerté sur le fait que nous n'apparaissions pas dans les fiches métiers des deux conventions collectives. Oui, évidemment, hein, puisqu'aujourd'hui, le champ de ces deux conventions collectives ne comprend pas l'activité des CAE. Donc, le travail qu'il y a à faire derrière, c'est d'élargir leur champ pour que nos métiers puissent être pris en compte dans le champ. Après, les grilles aujourd'hui de Syntec, la grille Syntec, elle reste, enfin, d'après leur indication, et on avait pu les entendre avec certains du groupe Prospective, ce n'est pas une grille qui a vocation à beaucoup bouger, en tout cas dans les 2-3 ans qui viennent. Donc, il faudrait faire avec, si on fait court. La grille HLA, elle est encore en négociation et on peut imaginer que le champ étendu, il puisse y avoir des négociations qui s'ouvrent aussi pour qu'elle prennent mieux en compte la diversité des métiers, puisque c'est déjà le souhait de Solia. Parce qu'aujourd'hui, les métiers qui sont dans les FSJT ne correspondent pas non plus à ceux de Solia. L'interrogation était sur le fait que ça risquait de bloquer pour le rattachement mutuel, du fait que notre métier ne soit pas inscrit dans la convention. Mais c'est plutôt une Mais question mécanique. Je vais répondre. Oui, alors pour HLA, les négociations sur la classification des emplois, donc c'est la partie d'une CCN qui décrit les méthodes de calcul et qui précise les salaires minima d'une branche professionnelle. Donc, dans la classification des emplois d'HLA, les travaux vont reprendre là en septembre et vont se poursuivre sur plusieurs mois, de manière à ce que les deux branches fusionnées, Solia et FSCJT, s'y retrouvent. Et ce qui en ressort actuellement, c'est que cette nouvelle grille et cette nouvelle méthode pour positionner les emplois supprimera complètement la référence à des emplois repères. Donc, il n'y aura plus d'emplois repères, donc il n'y aura plus de différence de métiers, des métiers qui sont compris ou pas compris. Et le travail va se baser uniquement sur des critères classants. Donc, ils sont complètement flexibles et indépendants les uns des autres. À savoir que quelqu'un qui a, si on parle de critères classants classiques, technicité, management, relationnel, etc., quelqu'un peut avoir un très haut degré de technicité, mais un degré très faible en management, ou l'inverse.
Et ça peut être donc pris en compte dans cette nouvelle classification qui est en cours de négociation. Florian du CAE de la Meurthe-et-Moselle, non, j'étais en train de lire le message dans le chat. Bonjour. Alors, le message dans le chat, c'est pas moi. Ou je me suis planté, pardon. Oui, oui, pardon, vas-y. Euh, donc, j'ai bien compris que pour HLA, en fait, la question du 13e mois pour les CIE qui en ont pas ou en ont est potentiellement renvoyable à un accord d'entreprise et donc à une négociation locale, hein, avec la dureté que ça peut représenter malgré tout en négociation locale. Euh, Chez nous, c'est 1,5 ETP, hein, ça donner quand même une idée. Pour les mutuelles, moi, je veux rassurer mes camarades. Nous, quand il y a eu la dénonciation de la convention collective, nous avons quitté la mutuelle Malakoff. On a pris les grilles imposées par la convention collective, on les a données à un courtier et il nous a ramené une mutuelle faite sur mesure exactement qui répond point par point à ce que nous faisait Malakoff et on a déjà économisé 9 000 euros par an. L'étape suivante avec les prochaines grilles nous permettra sûrement de continuer à économiser. Donc, c'est vraiment une très grosse force. Moi, j'avais juste une question vis-à-vis de, si j'ai bien compris, Betty, que les grilles sont posées, etc., c'est plus ou moins facile à comprendre, etc. J'ai une question à Sheila que j'avais peut-être pas bien à l'esprit. Aujourd'hui, HLA, c'est donc une convention collective d'une des premières branches, d'une des premières structures qui s'est étendue à une branche, un peu ce qu'on a vécu convention collective avec ADI-TIG. Et cette négociation-là doit encore avancer aussi lourdement que ce qui nous a annoncé là, parce que j'avais à l'esprit que c'était relativement dans les marges, les derniers éléments de négociation, et qu'on pouvait même espérer avoir les éléments avant la fin de cette année. Mais manifestement, il y a encore presque tout à écrire dans la future branche. Est-ce qu'on n'a pas un risque potentiellement de revivre un peu Aditic en termes de négociation dans les mois qui peuvent venir? Alors, sur la mutuelle, alors oui, on peut trouver moins cher. Il y a puisque si la branche additive avait continué, les deux collèges s'étaient entendus pour refaire un appel aux mutuelles pour essayer de gagner financièrement sur cette mutuelle-là. Donc notre mutuelle le savait d'ailleurs, elle nous avait alerté en disant oui, enfin, faites attention aussi parce qu'en général, les mutuelles, la première année, il n'y a pas de problème, ils se défoncent pour être compétitifs. La question, c'est dans la durée. Voilà, donc c'est un sujet apparemment peut-être un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Mais en tout cas, je rejoins tout à fait ce que dit Florian. Factuellement, il était décidé de refaire un appel. Concernant ce qui se passe dans HLA, alors HLA simplement nous a informé, puis on vous a mis un petit message hein, pour dire que les négociations étaient repoussées d'un an pour pouvoir être finalisées. Alors après, moi, déjà vous donner une garantie dans Additic de quoi que ce soit, c'était quand même pas, c'était impossible. Vous la donnez pour les autres, voilà, c'est impossible de le dire aussi. Ils n'ont pas à faire, enfin, ils ont aussi une représentation syndicale diverse comme on avait, mais ils n'ont pas à faire aux mêmes représentants. Voilà. Donc, il semblerait que les négociations chez eux se passent plutôt bien. Je rajoute juste une chose à Florian. Vous avez bien compris quand vous avez dit c'est bizarre, je ne pensais pas qu'ils allaient reprendre entièrement, etc. Donc en fait, pour être clair avec vous, les critères classants ont été définis, sont finalisés, et c'est la partie qui reste, c'est la partie comment est-ce qu'on fixe le salaire minima. Faut s'assurer ensuite d'avoir le moins d'impact possible, évidemment, dans les branches qui ont rejoint HLA, les deux branches. Voilà. Donc, autre chose qui nous a été rapporté à la FNCAE, c'est que le niveau de salaire ne devrait pas bouger, en tout cas considérablement. C'est-à-dire que ça resterait dans le même niveau de salaire. Je pense que Valérie peut confirmer que c'est ce qu'il nous a expliqué. Donc, c'est pas que on va se retrouver avec des salaires de style bétique ou de style additique.
Voilà. Oui, oui, mais en tout cas, la question du 13e mois, elle n'est pas amenée à bouger, elle. Voilà. Non. Et juste une toute dernière question induite, et je m'arrête là. Est-ce que du fait de cette négociation, de cette extension, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a défini, on a un délai maximal pour y arriver en termes de production, savoir nous dans combien de temps potentiellement ça s'applique à nous, et est-ce qu'il y a un risque que ces négociations potentiellement capotent et que la branche tombe comme à Ditig, si aujourd'hui il n'y a rien, il n'y a pas de socle en commun pour le moment? Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait de risque. Je veux dire, pour eux, ils ont tout négocié. C'est le dernier point de la nouvelle CCM, hein. Mais tous les autres parties ont été négociés. Ils sont déjà d'accord sur les critères classants. Donc là, c'est que la partie financière, en fait, et les méthodologies de calcul et la manière à laquelle on fixe, par exemple, la valeur du point. Voilà. Parce que comme vous avez vu, tous ceux qui ont fait les simulations HLA, vous avez vu qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des formules de calcul qui sont particulièrement compliquées. Ce n'est pas la simplicité. Donc, c'est un peu ça, c'est de faire quelque chose de plus simple, plus compréhensible, plus clair, et sans faire référence à des amples repères. Mais du coup, si j'ai bien compris, notre intégration va nécessiter une nouvelle extension de... Oui. Parce que là, ils sont en train de discuter dans leur format actuel, mais pour intégrer le CIE, il faudra de nouveau avoir des négociations pour une extension. Je pense que c'est là-dessus que porte la question de Florian, pas sur l'état actuel, qui paraît effectivement bien avancé et assez... Enfin, vous êtes plutôt comment dire, positif là-dessus en disant que ça se passe bien. Mais il faudra reprendre de nouvelles négociations pour intégrer les CIE. C'est ça. C'est pour ça qu'on a aussi fait des visios avec les membres du groupe prospectif pour sentir s'ils avaient envie ou pas de nous accueillir. Et en fait, ils ont envie de nous accueillir pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont 10 000 salariés. Donc, ça reste dans le paysage institutionnel des branches actuelles. Ce n'est pas la plus basse tranche, mais voilà, puisque le seuil est à 5 000. Hein. Mais voilà, ils ont intérêt à grossir. Et puis ensuite, parce qu'ils trouvent que les métiers qu'il y a dans HLA, certains métiers sont comme, enfin, dans Soliane particulièrement, sont assez proches de nous. Donc voilà, et on a en commun les problématiques du logement, de l'habitat, des choses comme ça. Après, nous, on a des spécificités. Donc oui, forcément, ça sera l'ouverture d'un chantier. Mais disons que si HLA, dans le benchmark initial, nous avait fait comprendre que ça ne les intéresse pas ça ne les intéressait pas que les cellules les rejoignent, on n'aurait pas poursuivi le benchmark. Parce que là, du coup, c'est des négociations mais du coup, très, très mal engagées. Ça sera la même chose pour Bétic. Il y aura aussi une extension au CIE. Ouais. On est d'accord? Ça dépend de quoi on parle. Si tu parles, il faudra quand même que le champ de Bétic puisse accueillir le champ. C'est ça. Donc il y a la même démarche, mais elle est un petit peu différente. Je suis d'accord par rapport à la question d'intégration. Et du coup, vous avez les mêmes négociations avec Bétic? Bétic, pareil, on les a aussi rencontrés en visio avec des membres du groupe pour tester leur envie de nous accueillir. Et Marie, tu peux. Et du coup, c'est pareil, c'est les mêmes réponses que chez HLA. C'est les mêmes réponses que chez HLA. Après, ils ont moins besoin de nous. Hein. Ils sont déjà 1 million. Hein. Donc, voilà. La question se pose plutôt, c'est quel est notre besoin que leur besoin à eux, mais bon. C'est aussi leur besoin à eux dans le sens où c'est forcément un travail pour modifier un peu leur champ. Et voilà. Après, ils sont aussi dans une logique de croissance, mais rendu moins obligatoire. Oui, ce point-là est moins saignant chez certains que chez d'autres. Okay. Ils ne sont pas incités à le faire comme peuvent l'être incités des branches un peu plus petites, quoi. Ils n'ont pas de besoin. Voilà. Ils n'ont pas le besoin de nous accueillir, mais ils sont d'accord sur le principe. S'il y a des membres du groupe prospectif qui étaient présents, qui veulent s'exprimer, vous pouvez le faire. Hein. Alors, sinon, je vais prendre une question donc, de Baptiste dans l'un. Pour bien comprendre, quelle que soit la convention de rattachement, il y a deux possibilités, soit une application directe via un rattachement par les ministères, soit avec un délai de négo syndical. Alors oui, c'est ça, en gros, si on dit en français, c'est soit un élargissement conventionnel négocié, soit un élargissement par voie d'arrêté ministériel.
Donc, dans ce cas-là, c'est l'État qui détermine, voilà, qui nous met dans une convention collective. Et là, on lui aura dit laquelle on préfère. Voilà. Donc, il y a une application immédiate sans Merde, délai de j'ai oublié transition. un truc. Alors que par voie d'élargissement conventionnel, c'est-à-dire que c'est les partenaires sociaux de la branche d'accueil, hein, pas les nôtres, c'est les partenaires sociaux de la branche d'accueil qui négocient pour modifier le champ de l'application de leur convention collective et y intégrer nos activités. Donc dans ce cas-là, c'est les organisations syndicales, les organisations patronales de Bétic d'un côté ou de HLA de l'autre qui négocient pour intégrer les activités des CAUE. Ma question, c'était surtout sur le délai. Si c'est par arrêté ministériel, est-ce qu'on aura un délai pour Ah non, pouvoir mais c'est ce que j'ai replacer dit au début. nos Le salariés? ministère, c'est zéro délai. Vous voyez, moi, il y a des questions que j'ai posées en juin. J'ai la réponse à mon retour de vacances. Donc, ça vous donne une idée en ayant fait une relance pendant mes congés. Donc, Et dans ce cas-là, la question, c'est est-ce qu'on peut envisager aussi un travail national pour traduire nos emplois repères, même si j'ai bien compris la réponse de Marie qui disait qu'il y aurait peut-être plus d'emplois repères dans une des deux conventions. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut travailler à donner des orientations pour la branche CAIE pour savoir comment on applique la position, les coefficients ou le calcul des tranches, etc., sur nos emplois un peu spécifiques de notre branche, si on est rattaché à HLA ou si on est rattaché à Bétic, pour qu'on n'ait pas 92 fois à faire le travail, mais qu'on puisse le faire de manière cohérente et tous ensemble, quoi, pour qu'on puisse appliquer ces grilles. Après, il y aura des adaptations nécessaires, mais voilà. Et j'avais une deuxième question que j'étais en train de taper, là, c'était plutôt de se dire, est-ce que là, le ministère a imposé d'avoir des branches à 5 000, 10 000 salariés? Est-ce que demain, il a l'intention d'aller sur des branches à 20 000? Si en gros, si on va chez HLA, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans le même cas qu'à Ditig il y a quelques années en disant, bon, bah, maintenant qu'on est 10 000 ou 11 000, bah, maintenant, il faut être 20 000. Donc, on renégocie encore pour se rattacher à une autre convention. Est-ce que c'est des bruits de couloir qui existent ou pas du tout? Voilà. alors, aujourd'hui, il n'y a pas ce type de bruit de couloir. Voilà, donc ce seuil est de 5 000. Il a déjà permis de nettoyer, pour prendre le terme du ministère à un moment donné, pas mal le paysage des branches, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites branches qui sont tombées. C'est quand même un gros chantier ministériel, donc on n'a pas d'indication que demain, on passerait à un seuil de 10 000 ou un seuil de 20 000. Moi, j'ai... Maintenant, c'est pas Ouais. excluant non plus. Il est évident qu'une branche à 1 million, on répond facilement à la question sur le risque. Une branche plus petite, aujourd'hui, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a un risque. Voilà, déjà pas mal. Ça intègre quand même une énorme branche dans le paysage français aussi, hein. Alors, les bruits de couloir que j'ai entendus, c'est que c'est évidemment la réforme n'est pas terminée sur le rapprochement des branches. Il y aura une deuxième, un deuxième chantier. Dans les bruits que j'ai entendus, les bruits de couloir, j'ai pu savoir que a priori, ce serait plus qualitatif que quantitatif au niveau des critères de rattachement ou de fusion. J'ai entendu un chiffre de 10 000 qui serait peut-être imposé, mais pas plus que 10 000. Mais ça, encore, ce n'est pas des garanties, ce sont des bruits de couloir. Mais c'est plus en ce moment, si vous voulez, l'État, leur grande occupation et le plus grand chantier, c'est par rapport aux minima, sur les minima, par rapport au SMIC, le respect du SMIC et le développement des classifications des emplois et des grilles de salaire. Donc en ce moment, l'État lance énormément de chantiers. Ils apportent des subventions spécifiques aux branches pour qu'ils puissent revoir en fait leur classification des emplois pour qu'ils respectent mieux euh, le SMIC actuel qui a énormément augmenté, comme vous le savez, avec l'inflation, hein. Voilà, et donc la plupart des branches sont sur des classifications, des grilles de salaire avec des tassements sur les bas salaires très importantes. Donc tout ça, c'est plutôt ça le grand chantier que la fusion en ce moment, même si la fusion n'est pas complètement oubliée.
Alors, il y a une question dans le chat des Deux-Sèvres. Pose la question, y a-t-il une différence entre les congés dans les conventions collectives BETIC et HLA? Alors oui, il y a une différence. Vous pourrez la retrouver donc dans le benchmark que vous avez transmis à la page 13. Le titre 5 porte sur les congés annuels. Donc on voit qu'il y a quelques différences. Oui, mais c'était sur. Vous m'entendez? Oui, c'était plutôt sur le nombre de jours de base qui n'était pas indiqué. Je l'ai bien vu dans le benchmark. Mais Ouais. il peut y avoir un nombre de jours de base dans les deux conventions qui soit différent de celui de la CCN additive où c'était 30 jours ouvrables plus 2 jours de fractionnement. Et il n'y avait pas la base dans les deux autres. Alors nous, on avait le droit du travail hein, dans la convention collective. Et est-ce que c'est le droit du travail aussi dans les deux en base? Non, Alors, non, je sais pas, peut-être. côté HLA, c'est 33 jours ouvrables. Ah, d'accord. Ok. Et côté Bétique, c'est le code du travail plus après ce qui a marqué. Les congés, ouais, plus après les congés d'ancienneté. D'accord, ok. Merci. Philippe, la Baume Occitanie, UR. Oui, bonjour. Non, c'est juste pour une précision par rapport aux deux hypothèses d'élargissement, donc ministériel et syndical. Qui est-ce qui décide de ce type d'élargissement? C'est à nous de provoquer les négociations syndicales et de dire au ministère que on s'engage dans cette voie, ou d'aller directement au ministère pour demander l'élargissement? Si on souhaite l'élargissement, on le demande, l'élargissement par arrêté ministériel, pardon, on le demande au ministère. C'est pour ça qu'on vous posera la question aussi à la fin de cette visio, voilà, sur le process Donc, c'est par le une réseau. initiative du réseau des CAUE de s'engager vers un élargissement avec négociation syndicale, c'est ça? Voilà, l'un comme l'autre. Si on, voilà, c'est pour ça qu'on va en parler aussi un petit peu là. Soit on demande au ministère de nous rattacher, ils feront dans un délai qu'on ne connaît pas, mais ça s'appliquera dès le lendemain du rattachement. Et donc après, ben, on court un peu après pour se mettre à niveau, etc. Ou on l'a déjà un peu anticipé et le travail un peu national démarre dès le 26 septembre, on va dire. Soit on dit au ministère, bah, écoutez, nous, on privilégie la voie par négociation syndicale, donc c'est ce qu'on va faire et on prévient le ministère qu'on ouvre les négociations avec la branche qu'on a choisie. Voilà. Et donc, on se rapproche d'eux et on entame le dialogue avec eux officiellement. Donc, un nouveau vote en perspective, alors. Non, Merci. mais ça sera le même, ça sera le 25, on abordera les deux. Hein. D'accord. C'est une négociation syndicale avec les syndicats de la De leur branche branche. de s'accueil, de leur branche, pas avec nos anciens ou nos actuels délégués syndicaux. C'est normal, puisqu'en fait, ils ont un texte et il y a des structures qui souhaitent les rejoindre. Il faut qu'ils élargissent leur champ pour nous rentrer dans leur dispositif. Donc, il faut que les syndicats, de part et d'autre, employeurs, salariés, soient d'accord. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir un travail à supposer que on choisisse, on privilégie la voie par négociation syndicale. Il peut y avoir un travail des syndicats pour ou contre euh, tel ou tel rattachement, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Si les syndicats majoritaires sont, par exemple, favorables à un rattachement avec Bétic et que la branche des CE choisit Bétic, on peut penser que ça va être plus facile. S'ils sont défavorables, pour des raisons qu'on ignore, voilà, ça peut être plus compliqué. Il y a eu un recours. Et merci. Frédéric Leron, CAUE, la Vienne. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai été coupé quelques minutes, alors j'espère que je ne vais pas vous faire répéter, mais il y a eu pas mal de simulations qui ont été faites, mais on n'a pas tout à fait fini les nôtres. Est-ce qu'il y a eu une synthèse de toutes les simulations qui ont été faites, de manière, j'imagine qu'il y a des tendances qui se dégagent. Alors peut-être que c'est quelque chose qui a été fait, mais je n'ai pas vu passer. Ou sinon, est-ce qu'on peut savoir, grosso modo, ce que sont les tendances?
Non, nous, on n'a pas de vue d'ensemble parce que bah, c'est un peu ce que tu dis. Il y en a qui n'ont pas forcément fini, il y en a qui n'ont pas forcément communiqué dessus. Et en fait, j'ai l'impression que le résultat sera plutôt le 25. Mais ceci étant, on peut faire un sondage à main levée si tu le souhaites ou si des gens veulent s'exprimer aussi de façon plus qualitative sur ces simulations, c'est possible, hein. Mais c'est pas évident de. En tout cas, avec les retours qu'on a, nous, au niveau de la fédération ou Marie Coifed, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose de très massif qui se dégage. Alors, oui, c'est vrai il y a ceux qui sont, pour qui HLA est plus favorable et d'autres pour qui Bettig est plus favorable. Je pense aussi que ce qui change peut-être pas mal, c'est la nouvelle donne grâce à l'analyse Telsol qui permet, en tout cas, qui trouve une voie pour éliminer les problématiques 13e mois de HLA. Et donc, je pense que suite à ça, les retours qu'il y a eu au départ sont peut-être plus valables véritablement. Voilà. Est-ce que certains veulent faire part un peu de leur choix? Est-ce que vous voulez quelque chose à main levée, là, comme ça? Est-ce que ça ferait sens? Je ne suis pas sûre, hein, sur un peu un test intermédiaire avant le vote. Alors, moi, Si, je vais prendre la main au nom de mes petits camarades du Grand Est, hein, parce que nous, on a tous bossé. On a tous fait appel à nos cabinets comptables et juridiques. Alors, les Vosges, je n'avais pas terminé, effectivement, donc n'a pas participé. Je dirais que certains CIE sont avantagés financièrement par une des conventions collectives ou par l'autre, ça c'est clair, mais que ça nous paraît finalement pas tant que ça être le point essentiel. Nous, ce qui est ressorti en fait de nos échanges, parce qu'on a travaillé de notre côté, on a fait une visio collective ensemble, et en fait, ce qui nous ressort pour nous, c'est le besoin de stabilité, en fait. C'est que ça fait 2 ans qu'on vit avec une convention collective instable, compliquée, qu'on y passe énormément d'énergie, qui nous stresse tous. Ça se voit encore ce matin. Qu'est-ce qu'on va devenir, où on va? Et que finalement, ce qu'on attend d'abord, c'est de la stabilité. Voilà. Et qu'on puisse enfin se concentrer sur nos métiers, passer moins de temps sur nos questions voilà, de conventions collectives qui ne nous paraissent pas être le cœur de nos métiers. On se demande même si on est vraiment apte en fait à faire ça. Enfin, c'est un métier spécifique. Et ce qu'on attend d'abord, c'est de la stabilité. Et du coup, on penchait plutôt pour aller vers l'éthique. Voilà, pour ceux qui ont participé à la vision. alors, il y a une question juste avant que vous vous exprimiez du CE52 qui dit comment voter sur 2 conventions collectives alors que l'une n'est pas finalisée. Bah oui, c'est assez compliqué, mais du coup, c'est la C'était situation ça. dans laquelle on est, sur laquelle on n'a C'est pas ça. prise. C'est-à-dire que plus on va attendre pour déterminer notre choix, plus le ministère, sous des pressions diverses et variées, peut d'un seul coup se réveiller et nous sortir une convention collective sans qu'on l'ait choisie. Donc, on ne prenait pas un gros risque à repousser de janvier à juin, enfin de juin, pardon, à septembre. Maintenant, si on se dit on se donne encore un an, alors là, voilà, on ne sait pas. Ensuite, c'est un an de plus de flou aussi pour ce qui est des cotisations formation, des cotisations mutuelles, etc. Donc oui, effectivement, on est amené à prendre une décision alors qu'on n'a pas précisément tous les tenants et aboutissants. Maintenant, Bétique est un texte relativement stable. HLA est encore en construction. L'inconvénient et l'avantage de la construction, c'est que oui, il y a une inconnue, mais oui, on peut aussi participer à la construction. Voilà, si je résume, c'est un petit peu ça quand même. Mais ça fait partie effectivement voilà, Bon, il y a des fois où on décide, on n'a pas encore toutes les cartes précisément en main. La Haute-Marne et Vincent après, Vincent Lerme. La Haute-Marne, vous avez la main levée? Non. Alors, Vincent? C'était la Haute-Garonne qui levait la main. C'est la Haute-Garonne. Ah, Haute-Garonne, ok. Ah, il est trop petit, moi. Ok, Haute-Garonne. Non? Bon, on verra pour nos collègues de Toulouse. Moi, j'ai peut-être une petite remarque, c'est que dans l'auditoire, là, il y a quand même quelques présidents. Quand même, là, on est sur des éléments qui sont techniques et c'est bien ce que nos présidents entendent ça, mais comment nos présidents, le 25, vont pouvoir prendre pardon, au vote, en fait, avec les éléments qu'on traduit. C'est-à-dire que
comme vient de le dire Catherine. C'est la question un petit peu, on peut faire rapidement des petites simulations, mais on n'a pas tous les détails effectivement d'application sur notre nouveau salaire, nouveaux emplois, tout ça. Mais je sais pas si vraiment on les rassure en évoquant nos difficultés. C'est-à-dire que ils vont prendre des décisions avec les petits calculs qu'on a pu faire. Et après, une fois, on verra qu'on sera rattaché à l'une des deux ou peut-être à une autre, comment ça se passera réellement, quoi, en fait. Et donc, je sais pas comment les présidents là, vont pouvoir véritablement prendre part à ce vote sans ce choix, avec des incertitudes. Comment ils font ce choix-là avec ces incertitudes? Voilà, c'est un peu le. Donc il y a quelques élus, je ne sais pas si certains ont la même réaction que moi ou pas. Est-ce que des présidents veulent prendre la parole? Après, le politique est amené quand même à prendre des décisions parfois en ayant des facteurs d'incertitude, hein. Mais là, c'en est un. Après, il y a quand même les simulations qui ont été faites. Alors, il y a quand même plusieurs d'entre vous qui l'ont faites. Ce n'est pas des petites simulations, c'est des simulations assez précises que vous avez faites, puisqu'il y a quand même tous les éléments pour les faire, hein. Donc, ceux qui les ont faites considèrent quand même qu'elles sont assez fiables, hein. Et on vous invitait aussi, nous, au niveau de la fédération, à intégrer le coût des cotisations de formation, le coût des cotisations au paritarisme, etc., pour avoir quand même une approche globale où là, alors bien sûr, vous n'avez pas le 100% de visibilité, mais ça, je dirais que pour le coup, là, je vois, enfin, il n'y a pas grand-chose à apporter, mais je pense que ce qu'ils ont fait sont quand même assez satisfaits, on va dire, de la fiabilité de leurs résultats. Alors, il y avait Marie-France, une présidente, Marie-France Barthé, pardon, présidente du CE de l'Aude. Oui. Oui, et donc je comprends bien la question de Vincent, mais si on devait toujours décider avec toutes les informations, ça se saurait, hein, et je fais allusion à rien du tout. Mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est la cohésion au sein du CAUE. Voilà. Et c'est de travailler en profondeur avec le CAUE. Et nous avons fait déjà une première simulation, mais par contre, nous n'avons pas tenu compte du fait qu'on pouvait peut-être gagner par rapport à la mutuelle. Donc ça, on va le regarder un peu plus précisément parce que c'est un élément déterminant. Et pour moi, c'est la cohésion vis-à-vis du CAE dont on s'occupe et la soutenabilité financière pour ne pas être amené à supprimer des emplois dans la durée, étant donné que on sait très bien que nos subventions ne vont pas s'augmenter. Là, on est tranquille là-dessus. On a une certitude. Et donc, ce sont les deux éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions. À l'heure actuelle, pour être très concrète, je n'ai pas encore pris de décision. Voilà. Mais le 25, je l'aurais prise parce que et cette réunion aujourd'hui est intéressante parce qu'elle permet de mettre le doigt sur des problèmes techniques qu'on n'avait pas forcément vus individuellement, dont on va s'en servir pour pouvoir prendre une décision la plus éclairée possible le 25. Bon, après, est-ce que ça sera pour tous et après, l'autre élément important, c'est le dialogue entre le directeur et le président. C'est-à-dire que quand on a un dialogue de confiance entre le directeur et le président, du coup, la décision qui est prise est une décision qui ira bien par rapport à la cohérence du CAUE. Si par contre on a un président qui s'implique très très peu et qui regarde de très très loin, eh ben, ça sera au directeur à essayer de le convaincre. Voilà. Mais il vaudrait mieux que le dialogue existe avant. Voilà ce que je peux apporter en tant que présidente. Merci bien, Monsieur Ribeiro. Vous avez levé la main. Oui, bonjour tout le monde et merci encore effectivement pour cette présentation un peu en amont des décisions que l'on doit prendre, donc président du CAUE de l'Aisne. Euh, alors à aujourd'hui, la décision n'est pas prise non plus de notre côté, même si elle s'oriente a priori vers
une convention collective qui nous apporterait une stabilité et notamment sur une autre problématique dont ma collègue de l'Aude vient de parler, qui n'est pas des moindres et qui fait, j'ai envie de dire, peut-être l'objet des réflexions et des sujets principaux depuis quelque temps, qui est effectivement le financement de notre structure via la taxe d'aménagement. Et aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus, et en tout cas en ce qui nous concerne, nous devons beaucoup plus nous concentrer sur comment on va faire en sorte que notre CAUE perdure avec le financement de demain et d'éviter de se tirer une balle dans le pied peut-être en faisant un choix qui nous augmente tout de suite certaines charges. Autrement dit, parce que le sujet revient souvent sur ce 13e mois lié à une des conventions collectives, il serait très difficile aujourd'hui de s'orienter vers une convention collective qui impose, oui, qui impose un 13e mois vis-à-vis de nos salariés, et effectivement, dans un an, de devoir licencier les derniers arrivés qui avaient intégré l'équipe, voilà, qui étaient très bien dans le giron du CAUE et qui apportaient ce service, parce que nous sommes confrontés à une difficulté de ressources que nous n'avons pas su surmonter. À titre d'exemple, pour vous donner des ordres de grandeur, nous avions globalement à peu près 600 000 € de recettes de taxes d'aménagement, on a perdu près de la moitié. Donc aujourd'hui, notre problème numéro un, et effectivement, je rejoins là aussi d'autres choses qui ont été dites, c'est de maintenir la cohésion aussi avec l'équipe existante. C'est déjà de faire en sorte que notre CAUE perdure avec les réformes actuelles de financement de ceci. Voilà, c'était ma petite contribution du jour. Merci, Monsieur Ribeiro. Madame Patou, présidente du CAUE du Val-de-Marne. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors évidemment, moi je partage ce qui a été dit par mes deux collègues et je pense que notre choix doit aussi se faire sur une question je veux dire, philosophique entre guillemets qui a été résumée, je crois, par le Grand Est. C'est qu'on a deux voies différentes, c'est-à-dire qu'il y a une convention qui est très importante, très stable, et où on va devoir en fait arriver et se caler dans le moule sans avoir beaucoup de possibilités d'influer sur les choses, et une deuxième qui est plus petite, où on a bien vu effectivement pendant la visio qu'ils avaient envie de nous accueillir pour se développer, et où donc on sent qu'on aura peut-être beaucoup plus d'influence sur les choses et la capacité de peser en fait sur les choix et les choses qui seront adoptées. Donc je pense que le choix en tant que président, il se situe aussi à ce niveau-là entre une voie où on doit marcher voilà, sans avoir beaucoup d'influence et une autre où on peut avoir beaucoup plus de latitude et peser davantage. Et je pense que c'est ce qui va un petit peu orienter nos choix. Après, la question financière, elle a été très bien résumée. Notre première préoccupation en ce moment, je pense que c'est vrai dans toutes les régions, c'est l'effondrement en fait des recettes, que ce soit pour les départements et donc pour la taxe d'aménagement, et donc la façon dont on va pouvoir vivre avec cela. Il ne faut pas effectivement amplifier ces difficultés avec le choix qu'on va faire maintenant. Voilà. Merci. Alors, je crois qu'il y avait... Est-ce qu'il y a un autre président qui veut prendre la parole avant que je ne la passe à Maxime Estrade? Non. Maxime? Si, moi, je veux bien. Allez-y. Je suis Madame Aupetit, présidente CAUE 87. Parfait. Moi, je rejoins les propos de Monsieur Ribeiro, enfin Madame Patou, juste avant. Effectivement, aujourd'hui, notre souci, il est aussi sur le volet budget de nos CAUE et préserver les emplois. Tout à fait, en tout cas dans les 10-15, dans les années à venir, avec toutes ces baisses de financement. Après, j'avais posé une question, mais il y a beaucoup de questions dans le chat. C'est au niveau de la convention HLA où vous disiez qu'on pourrait, on pourrait avoir, on va dire, un impact, ou en tout cas travailler à sa construction. Vous disiez ça tout à l'heure. Oui, mais ma question était avec quel poids? C'est-à-dire, est-ce que l'ensemble des CAU représente vraiment un gros poids dans HLA pour pouvoir travailler sur le futur, ou est-ce que cette marge-là pourrait prendre le dessus sur un vote par rapport au volet financier dont on parlait avant? Alors, il y aura de fait, il y aura ce qu'on appelle une mesure d'audience pour déterminer les représentations. Il est évident que chez Bétic, on ne sera pas présent dans les négociations. Par contre, chez HLA, le nombre que nous sommes chez HLA,
peut faire que, effectivement, nous ayons une représentativité pour participer aux négociations. Donc, si on a de peser chez Bethic, c'est sur des travaux en amont des négociations, lesquels travaux peuvent être ouverts un peu à la diversité, mais enfin voilà, il faut savoir qu'il y a quand même 1 million d'adhérents et qu'on ne pèserait pas beaucoup dans ce paysage-là. Par contre, chez HLA, oui, et il est fort probable qu'on soit représentatif. Oui. Oui, 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 je confirme, il y aurait la possibilité, d'après les calculs, d'une représentativité à HLA, mais il n'y a aucune représentativité possible à Bethic. Voilà, donc voilà. Donc c'est aussi un choix à faire. Est-ce qu'on a envie de participer à l'évolution de la convention collective ou est-ce que ça nous convient très bien de pouvoir appliquer la convention telle qu'elle? Alors, Ou tel qu'a défini les autres pour nous. Véronique Pellissier. Oui, bonjour à tous. Non, ben, bon, sur le 95, je pense que je rejoins un peu tous les départements en ce qui concerne les financements, etc. Il y a quand même peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que nous avons dans les CAE beaucoup de salariés qui sont architectes, paysagistes, etc. Et qui, à mon avis, s'ils sont salariés ailleurs, dépendent plutôt de Bethic que de HLA. Je pense parce que c'est plus logique. Donc, il faut peut-être prendre ça en compte aussi, dans la mesure où ils ont déjà une convention collective par ailleurs, qui ne se retrouve pas avec deux conventions collectives différentes. Alors, aujourd'hui, ils n'ont pas de convention collective. Enfin, vous voulez dire les S'ils sont conseillers architectes salariés, ils sont affiliés à une convention collective dans leur cabinet, je pense. Ah, vous voulez dire ceux qui exercent en libéral en parallèle? Ceux qui exercent en libéral en parallèle, ou surtout salariés en parallèle. Oui, ou salariés en parallèle. Voilà. Et eux, ils sont, a priori, ils sont tous chez Bethic et pas sur HLA. Alors, j'ai une question aussi que j'avais posée dans le chat qui était sur les indemnités de rupture et de retraite, savoir si c'était équivalent dans les deux. Ça, j'ai pas regardé. Ou est-ce qu'on est sur les deux sur des proportions légales? C'est équivalent. C'est équivalent. Mais c'est le double de ce qu'on avait. Ok. Ok. Maxime, si je vais dans l'ordre. Oui, bonjour, merci des échanges. Une question liée en fait au fait qu'il y aura sûrement donc, du coup, deux arbitrages sur le prochain échange et du coup sur les points sur lesquels on doit donner visibilité aux élus. Et la première partie, lorsque vous évoquez soit un rattachement via le ministère, soit les négociations syndicales, pour moi, on n'a pas toute transparence là-dessus. C'est important aussi de voir quelles vont être les échéances en fait dans les deux scénarios. Et sur le deuxième, sur la partie négociation avec les syndicats, je suis un peu perdu parce que si on prend l'hypothèse ou un arbitrage du coup via HLA ou via Bethic, lorsqu'on va rentrer dans une négociation syndicale, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait la possibilité de refaire marche arrière en fait et de renégocier avec l'un ou l'autre. Donc du coup, je me pose la question de l'arbitrage préalable, du choix de l'un ou de l'autre par les élus. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas, enfin, alors peut-être, il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Enfin, là, c'est l'idée de choisir une branche et puis après. Si on choisit une branche et que derrière, au lieu de passer via le rattachement direct ministériel, on prend la solution via la négociation syndicale. Ouais. Ils sont obligés d'engager du coup une négociation que sur la branche qui a été retenue. Ah bah oui. Il n'y a pas de marche arrière possible. Non, mais nous, si on rentre dans la branche, enfin, je veux dire, puis on va s'adresser, mettons, la branche X est choisie, donc on va vers les acteurs de cette branche X et on leur dit, le réseau des CAE a choisi, a opté pour rejoindre votre branche, donc on sollicite que des négociations. Avec les syndicats de la branche concernée. Voilà, c'est ça. Donc, C'est pour ça que ce n'est pas les syndicats de la branche CAE, c'est les syndicats de la branche d'accueil. D'accord.
Et du coup, par rapport, juste en délai, est-ce que en rentrant dans cette option-là, sur la négociation syndicale, on risque pas d'avoir un temps plus long lié du coup à ce temps de négociation, en fait? Est-ce qu'on peut le calibrer ou pas du tout? Alors, on avait posé la question au ministère, il n'y a pas la réponse hein, D'accord. sur le délai des deux. C'est vrai que ça peut être long, mais est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est un an, on n'en sait rien, parce que là, ça dépend aussi du calendrier de la branche en question. Voilà. On peut imaginer qu'ils ont un agenda aussi de points au sein de la vie Bien sûr. paritaire, et que ce point-là, est-ce qu'il sera prioritaire tout de suite? On ne sait pas, il sera mis à l'agenda, puisque là, ça fait quand même plus de 6 mois, 8 mois qu'on a le dialogue avec eux. Donc, ils savent très bien, les deux branches savent très bien que le réseau va prendre une décision dans l'année, là. Donc, Et de toute façon, on aura un arbitrage ministériel derrière, donc en fait, la première option permet de gagner en temps et alors, c'est deux méthodes totalement différentes, hein. Enfin, si vous voulez, je peux partager même la réponse ministérielle, comme ça, c'est très transparent, puisqu'elle est récente. merci des compléments. Je vais vous la partager, comme ça, vous aurez le... En même temps, vous faites le partage, Jessica, tu avais regardé sur les indemnités. Enfin, j'imagine que peut-être le benchmark intégrait des éléments là-dessus. Et sur les indemnités retraite et sur les indemnités de rupture, oui. Les indemnités de Voilà, licence ma collègue. sont favorables côté HLA, mais les indemnités de retraite sont plus favorables côté Syntec. Je voulais juste réagir par rapport aux négociations, hein. On n'est pas du tout juste pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est pas une question de tout renégocier comme on était comme la situation qu'on avait avant, hein, quand on s'est retrouvé avec les différents réseaux qui devaient rejoindre DITSIG, hein. Ce n'est pas du tout ça, hein. C'est parce que quand Valérie va partager l'écran, vous allez voir que ces négociations d'entrée portent sur l'élargissement conventionnel négocié. Donc, c'est bien indiqué que c'est, par exemple, déterminer une date de mise en œuvre de l'élargissement du champ d'application. C'est pas tout négocier la convention collective, hein. On reprend pas du tout la convention collective, hein. Je voulais juste préciser ça. Donc, blabla. Il apparaît ainsi deux différentes possibilités aux partenaires sociaux. Vous voyez mon écran là? C'est pas très beau, mais Oui. Voilà. Élargissement de champ conventionnel en application des dispositifs blabla. Il est possible de procéder, je vais descendre ce truc-là, plus petit, à un élargissement de champ conventionnel, donc c'est ce qu'on cherche à faire, puisque ce n'est plus notre branche, on va dans une autre branche, donc il faut élargir le champ de son application. OK. En cas d'élargissement conventionnel négocié, ce sont les partenaires sociaux de la branche d'accueil qui négocient pour modifier le champ d'application de leur convention collective et y intégrer de nouvelles activités. Dans le cas présent, cela signifierait que les organisations syndicales et les organisations patronales de HLA ou de BETIC négocieraient pour intégrer les activités des CAUE. Les partenaires sociaux de la branche d'accueil pourraient en outre déterminer une date de mise en œuvre de cet élargissement du champ conventionnel, du champ d'application de leur convention collective, afin de laisser le temps au secteur intégrant la branche d'accueil, donc nous, de s'adapter aux nouvelles stipulations à appliquer. Mais ce n'est pas une obligation pour eux et les CAE n'auraient pas la possibilité de s'exprimer sur le sujet. Par ailleurs, une fois les CAE inclus dans le champ d'application de la convention d'accueil, les partenaires sociaux pourront, le cas échéant, négocier des dispositions spécifiques applicables aux salariés des CAE, sous réserve qu'elles s'appuient sur des différences objectives de situation entre les salariés concernés. Donc, c'est ce qu'on vous résume un peu jusque-là. En cas d'élargissement par voie ministérielle, c'est l'État qui détermine la convention collective applicable pour le secteur en vide conventionnel, donc nous. La convention collective identifiée est alors immédiatement applicable dès la publication de l'arrêté ministériel, sans délai de transition. L'arrêté est pris à l'issue de l'examen de la proposition de l'État par la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, dont la DGT fixe l'ordre du jour et en l'absence d'opposition majoritaire à la proposition faite à l'instance. Après, c'est un autre cas de figure, mais vous verrez après qu'il nous
des conseils d'une certaine façon. Adhésion à une convention collective. Il est possible d'adhérer à une convention collective, sous-entendu individuellement. Étant donné la situation de vie conventionnelle des salariés des CAUE, là où les organisations concernées peuvent adhérer à une convention collective. À noter que cette adhésion à une convention collective devrait prendre la forme d'un accord collectif entre la branche d'accueil et les organisations susceptibles d'être représentatives sur le secteur d'activité la rejoignant, étant donné que le champ d'application de la convention collective d'accueil sera modifié. Au sein de cet accord collectif, qui suppose donc l'acceptation par la branche d'accueil de l'adhésion, les partenaires sociaux des CAUE auraient la possibilité de convenir avec les partenaires sociaux de la branche d'accueil des modalités d'entrée au sein de la branche, notamment en termes de délai de mise en œuvre des stipulations de la convention collective, afin de leur laisser le temps de transposer en leur sein le corpus. Les articles blabla détaillent les conditions de cette adhésion et notamment la notification d'adhésion aux signataires de la convention d'accueil, le dépôt de cette adhésion, les droits accordés aux adhérents à la totalité des stipulations conventionnelles, la participation aux négociations, la révision de la convention d'accueil, les possibilités de siéger dans les organismes paritaires. Bon, mais là, si c'est par structure, évidemment, ça ne s'applique pas. Et de participer à la gestion des institutions de la branche sur la base des poids de l'arrêté de représentativité. Accord entre les partenaires sociaux de la branche et du secteur concerné pour définir les modalités d'intégration de la branche. Si les partenaires sociaux des CAUE souhaitaient intégrer certaines spécificités du secteur d'une convention collective, sous-entendu pas tous, il conviendra dans ce cas de prévoir en amont un accord ad hoc, un calendrier et une liste des thèmes et éléments intégrés. S'agissant d'un secteur en vide conventionnel, il ne serait cependant pas possible de procéder directement à la négociation d'un accord de méthode. Il faudrait pour ce faire que les partenaires sociaux du secteur en vide conventionnel fassent une demande paritaire de périmètre utile à la négociation pour leur secteur auprès de la DGT afin d'identifier les organismes patronaux et syndicaux représentatifs sur ce champ, avec l'objectif de négocier un accord de méthode en vue d'un rapprochement. Cela conduirait à la saisine du Haut Conseil du dialogue social, puis à la publication d'un arrêté de représentativité sur le PUN. Cependant, compte tenu de la lourdeur du dispositif et au vu de l'imminence du cycle représentativité qui intervient en 2025, la DGT déconseille cette solution. Il serait probablement plus opportun que les organisations syndicales du secteur et les organisations professionnelles et syndicales du secteur représentatifs dans l'ex-ADITIG négocient avec les partenaires sociaux de la branche concernée un tel accord sous la forme d'un gentleman agreement entre les CAUE et la branche d'accueil pour aboutir à l'une des deux premières options présentées ci-dessus. Voilà. Dans les trois scénarios mentionnés ci-dessous, une mesure de représentativité, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir qui va siéger dans les négos officiels, donc aura lieu en 2025. Voilà. Et elle m'écrivait donc fin août, je serai en congé 2 semaines, mais ils sont à notre disposition. Alors sur ce texte-là, j'ai reposé des questions depuis parce que je trouvais notamment que ce cas de figure 3, bon, même s'il nous le déconseille, n'est pas super clair. Voilà. Donc, cette adhésion-là, un peu individuelle, n'est pas très, très claire. Donc, j'ai reposé des questions là-dessus, puis quelques questions aussi sur le 1 et 2. Voilà. Jusqu'à présent, il ne nous avait jamais parlé de ce troisième cas de figure. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai des questions jusqu'à présent. Pour eux, c'était ou élargissement ministériel ou élargissement par voie conventionnelle. Donc, voilà, autant vous dire que c'est une prose sympathique le matin. Mais il faut approfondir le sujet. L'objectif pour nous, Fédération, c'est d'avoir un maximum de réponses aux questions qu'on a posées, notamment sur cette histoire peut-être de ce qu'on comprend être une adhésion individuelle. Après, il faut savoir que l'adhésion individuelle, pour les échanges qui ont lieu à la suite de ce mail entre quelques administrateurs de la fédération, elle présente le risque de scinder le réseau et du coup d'être ni représentative d'un côté ni de l'autre. Voilà. Et que jamais il n'y aura aucune... si le réseau se partageait, si c'est bien ça qui est écrit sous ce dispositif-là, voilà. Après, ça peut être une solution mise en avant si on a des grosses disparités et que effectivement, on peut imaginer renoncer à une cohésion CAUE
au bénéfice on va dire, de choix plus individuels. Mais voilà, il faut que j'ai les réponses à différentes questions qu'on a posées. Alors, Grégory, après Gauthier, peut-être. Et Stéphane. Merci de me donner la parole. Donc effectivement, donc moi je suis directeur de CAUE depuis 13 ans et on a souvent lutté pour la reconnaissance des CAUE. Et dans ce cadre-là, alors c'est peut-être un petit peu une autre vision des choses, mais je trouve que la convention HLA, donc Habitat et du logement accompagné, dans son intitulé même, a une connotation très sociale finalement et peut-être un peu restrictive de l'ensemble de nos métiers. Donc, à l'inverse, peut-être de Bétique, où, alors certes, avec moins de possibilités de peser, ça j'ai bien compris, mais je pense que si on veut gagner en reconnaissance, ça a été un petit peu dit par une présidente aussi la reconnaissance des salariés, alors pas forcément en termes de salaire ou d'avantages, mais aussi de transfert, de rejoindre des bureaux d'études. Voilà, je trouve que dans cette dynamique-là, nous au CAU de la Somme, avec ma présidente, on sera plutôt favorable à rejoindre Bétique. Merci Grégory. Gauthier. Oui, bonjour, vous m'entendez? Dans le tableau que la Fédé a préparé avec les comparaisons alignées sur les coefficients de la convention actuelle, on observe quand même des gros écarts, je dirais sur des salaires moyens, à nos coefficients actuels 580, 600, 610. Et on voit des écarts importants entre Bétique et HLA. Donc, ma question, c'est si HLA est pris et on doit appliquer, il n'y a pas de diminution de salaire possible, donc à ce moment-là, on doit sortir de la grille telle qu'elle avait été pensée pour aller, pour pouvoir retrouver le salaire actuel. Donc ça, est-ce que c'est possible d'opérer ce décalage systématiquement parce que il y a des écarts qui sont assez importants. Marie, est-ce que vous voulez répondre? Parle du tableau Oui, Excel que vous avez transmis. oui, non, il n'y a pas véritablement un problème. En fait, il faut, que ce soit Bétique ou HLA, il faut toujours positionner l'emploi dans la grille et, et il faut le positionner en fonction des critères qui ont été donnés dans l'une ou l'autre classification. Donc, il faut jamais partir en arrière et en disant, faire du rétropédalage en disant, bah, mon salarié, je le paye 3 500 €, donc du coup, je vais le sortir de la grille parce que ça correspond pas au salaire dans la grille. Il faut toujours positionner dans la grille. Donc, même si vous, sur un poste X, vous avez un salaire très supérieur à ce qui est, par exemple, dans la grille BTIC ou HLA, vous devez quand même toujours positionner le plus correctement possible l'emploi dans la grille, même si le salaire est plus bas. Ensuite, vous pouvez, sur votre feuille de paie, vous pouvez indiquer le positionnement dans la grille avec le salaire de référence et puis avoir une ligne en dessous qui met différentiel et qui fait donc ce qui démontre que vous savez très bien que vous payez plus votre salarié, mais vous n'êtes pas obligé de sortir de la grille. Vous ne devez surtout pas sortir de la grille. Vous devez toujours rester très strict à votre positionnement de l'emploi dans la grille. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est clair? Sinon, j'essaie d'expliquer ça différemment. On reste sur le classement, ancienneté, compétences, etc., management, on reste sur la grille. Et ensuite, on n'applique pas le salaire minimum, on le bonifie. C'est ça. On le bonifie avec une Voilà. valeur de points ou avec... Non, pas avec la... On a une grille qu'on ne respecte pas trop, en fait. C'est ça que je trouve un peu dérangeant, c'est qu'on accepte une grille, on travaille avec, mais en fait, dans la minute d'après, on en sort. En fait, Je veux dire, il y a une espèce de schizophrénie. il faut bien, et je comprends que c'est un peu compliqué comme concept,
Mais en fait, une classification des emplois n'a pas pour objet de définir les salaires dans une entreprise. Mm. Une classification des emplois a pour objet de définir les minima à respecter dans votre entreprise, dans la branche en général. Donc, rien n'empêche une entreprise à payer mieux que ce qui est indiqué dans la grille. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, vous le faites Oui. tous, hein, par rapport, en tout cas par rapport à la grille HLA, vous êtes tous au-dessus. Et même aujourd'hui, par rapport à Adétique, vous êtes beaucoup à être au-dessus de la grille Adétique déjà. Donc rien n'empêche, ce n'est absolument pas la grille d'une classification dans des emplois qui a pour objet de définir votre politique salariale de votre entreprise. C'est juste que vous devez vérifier en positionnant l'emploi dans la grille si vous respectez bien ou pas les minima définis dans la branche. C'est tout. Ce n'est pas d'autre chose. Et donc, c'est pas incohérent, en fait. Voilà. D'accord. Stéphane? Oui, merci. Je suis désolé, je vais intervenir, mais donc effectivement, hein, je pense qu'il est important conceptuellement de bien se dire, et c'est l'inquiétude salariale que moi j'entends parfaitement, de se dire que c'est pas parce que HLA prévoit des minimums salariaux bas qu'on va devoir les appliquer. Moi, la seule question que je me pose vraiment, c'est au niveau fédéral, c'est comment ensuite on apportera une garantie aux salariés des CAUE qu'on ne va pas appliquer pour des nouveaux entrants des salaires très bas, parce que ça peut être une source d'inquiétude qui est tout à fait entendable. Après, je reviens sur les propos des présidentes et présidents, et j'entends une chose qui vient de chacune et chacun d'entre vous. C'est d'abord la préoccupation sur nos financements, et à raison évidemment, que je mets un peu à indépendance, mais effectivement, on voit bien qu'il y a des impacts financiers. Mais surtout, ce que vous avez tous exprimé, toutes et toutes exprimé, c'est la question de la cohésion. La question de la cohésion dans les équipes. Moi, je sais que tout ce travail là de simulation m'a beaucoup préoccupé sur cette question justement de la cohésion dans comment on porte le message de l'application d'une convention collective au sein de l'équipe. Quand je regarde comment est construit socialement l'éthique, je ne vous cache pas que moi, le retour en arrière dans le temps où j'ai deux grilles de classification pour les torchons et pour les serviettes, c'est-à-dire pour les servants et pour les servis, je ne vous cache pas que moi, la remise en application d'une grille archaïque comme ça, dans un CEE, on a essayé quand même de suivre le cours de l'évolution sociale, mais difficile. Ça m'est difficile parce que d'une part, il y a une séparation d'appréciation des personnes en fonction de leur métier, et en plus, cela induit un renforcement des écarts salariaux entre les minimums pour les états qui sont vraiment très minimums et les salaires hauts qui sont, enfin les métiers, on va dire, élevés en responsabilité, qui eux sont amenés à avoir des salaires encore plus élevés pour la plupart d'entre nous. Je trouve que socialement, en termes de cohésion, ça pose une véritable question. À l'inverse, chez HLA, le principe de critères classants purs, en termes d'application, en termes de personnalisation du classement des salariés en fonction de leur parcours, de leur métier, de leur champ de compétences, est relativement aisé et peut donner lieu à de véritables discussions intéressantes avec chacun des salariés. Donc, quand on parle de la cohésion, je trouve que ce paramètre-là est à regarder avec beaucoup d'intention. Après, j'entends et je partage avec vous que dans tous les cas, on aura des impacts financiers selon les choix de convention collective et qu'on est dans un moment malheureusement peu propice à ça. Et ça fait vraiment partie, à mon avis, d'un autre sujet de travail. Enfin, côté fédéral, il y a déjà un travail qui est démarré sur ce sujet-là et c'est un vrai travail de fond qui doit concerner la pérennité des CAUE, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde complètement dans nos raisonnements. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde dans le chat en même temps. Alors, le 84, comment faire ce pari sur la relation HLA alors qu'elle est mouvante et que nous avons ouvert la discussion pour voir comment les CE pourraient avoir des mesures exclusives? Cela ne risque-t-il pas de fragiliser la branche?
ils sont pas fermés à des particularités liées au métier CAUE, au réseau CAUE. Voilà. Après, on ne peut pas vous dire que c'est forcément que ça aboutit. Voilà, encore une fois, hein, l'avancement de leurs travaux en est là. Ils comprennent qu'on puisse être demandeur de spécificité. Euh, mais vous dire que ça se conclut, on ne peut pas le faire quand même. Euh, Si j'ai bien compris, si on s'engage dans HLA, il faudra une forte mobilisation des présidents. Ben, en tout cas, on risque d'être représentatif. Donc oui, il faudra de nouveau trouver des présidents pour négocier au sein de la branche si c'est HLA. Hervé doit partir, le 63. Ok, Catherine. Mais au fond, qu'est-ce que nous apporte cette problématique de représentativité au regard de l'ensemble de nos besoins? La représentativité, c'est-à-dire que vous avez la parole sur des avenants voilà, vous pouvez à la fois faire monter du besoin. Je dis un sujet, par exemple, le télétravail. Je ne sais pas, je crois que c'est dans aucune des deux conventions collectives. On considère dans le réseau CAUE que ça serait bien que la convention collective puisse avoir un article sur, même minimum, sur la gestion du télétravail. Si vous êtes représentatif dans la branche, vous pouvez proposer que ce soit à l'ordre du jour. Si vous ne l'êtes pas, eh bien à ce moment-là, vous le dites à ceux qui sont représentatifs, mais vous n'avez pas de pouvoir sur l'établissement de l'ordre du jour. Donc, vous n'êtes pas sûr que ce soit mis à l'agenda parce que peut-être que le restant des partis concernés, pour eux, ça ne sera pas important. Donc, est-ce qu'ils le feront pour un réseau de 1000 professionnels? Euh, Alors, rien ne le dit, quoi. Voilà. Donc, la représentativité, ça sert à ça. Le Var, non, il n'y a pas de question particulière. Christelle, je vois que tu as remis un mail concernant celui du Morbihan. Le CSE ne s'est pas positionné pour le moment, mais l'intégration du 13e mois qui modifie la structure de rémunération et d'être négociée pour les 3 années à venir n'est pas du tout bien reçue. Les salariés sont tous architectes urbanistes, excepté les assistants. La stabilité de cette branche et son poids rassure, de la branche bétique. Voilà, côté élu, la stabilité de la masse salariale est aujourd'hui la priorité compte tenu du contexte. Oui, effectivement. Alors, en parallèle, juste pour votre information, on a ouvert un sujet sur, évidemment, l'avenir du financement des CLE, notamment avec les mesures de sobriété foncière auxquelles, par ailleurs, on appelle toutes les collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vais aller chercher mon chargeur pendant ce temps-là. Si vous avez une question, posez-la. Il y a 2 personnes qui ont souhaité parler. Monsieur Picheron, 95. Non, j'ai déjà posé ma question, hein. Très bien. Et puis, Madame des CAUE de l'heure. Oui, merci. C'était juste pour faire une remarque sur la façon de gérer la stratégie salariale d'une équipe. C'est que j'ai bien compris la différence classification et salaire, mais quand du coup on est bien au-dessus du montant équivalent à la classification en salaire, c'est-à-dire quand le salaire est très supérieur au niveau de la minimale de la classification, la valeur du point ne bouge pas. Enfin, il n'y a pas d'augmentation en fonction de la valeur du point pendant un certain temps. Et donc, c'est bien aussi pour le salarié une négociation sur sa grille salariale sur laquelle il doit être vigilant pour progresser. Voilà. Tout à fait. Vous avez bien raison. Puis ça rejoint aussi la question de Stéphane, hein. Oui, oui, oui. C'est un peu dans le même esprit, en tout cas. Oui, tout à fait. Mm. Donc après, les CAUE de la Haute-Garonne. Oui, oui, excusez-moi parce que j'ai raté un peu le début de la réunion, puis je n'ai pas réussi tout à l'heure à poser ma question. Moi, je reviens quand même sur la question du 13e mois. J'ai bien vu qu'il y avait des possibilités d'accord d'entreprise. Nous, chez nous, le problème, c'est qu'on a une prime qui est inscrite dans le contrat de travail.
Donc, du coup, il me semble que c'est quand même très, très compliqué comme situation. Et c'est une des raisons qui risque de faire basculer le choix du CAUE. Et je voudrais revenir sur cette question du 13e mois qui, quelque part, les salariés, le CSE le vivent un peu mal en disant finalement, la notion de prime, elle est beaucoup plus égalitaire. Et dans ce souci de cohésion d'équipe, ça leur convenait beaucoup mieux qu'un 13e mois. Voilà, hein, où ils disent finalement, c'est les hauts salaires qui en bénéficient. Bon, voilà, enfin, c'était pour faire part de ce petit problème que j'ai juridique qui peut-être concerne d'autres CAE, je ne sais pas. Et puis pour bien me faire confirmer qu'effectivement, il y a possibilité d'accord d'entreprise pour la question du 13e mois, mais que ensuite, ce n'est pas la même chose de renégocier chaque contrat de travail, quoi. Voilà. Donc, est-ce que Madame Bretagnol, vous souhaitez intervenir? Oui, donc vous avez tout à fait raison. Par l'accord d'entreprise, ça ne peut pas suffire à renégocier des primes contractuelles. Après, vos primes contractuelles, c'est quoi? C'est des primes Alors, c'est une prime qui est fixée en fonction du coefficient 530 et qui s'applique à tous les salariés. Donc, c'est un forfait, si vous voulez, qui a été calculé sur la base du coefficient 530. D'accord, mais qui est du même montant pour tout le monde ou... Qui est du même montant pour tout le monde et qui est inscrit dans les contrats de travail. Moi, j'ai hérité de cette situation et c'est vrai que là, aujourd'hui, si je cumule un 13e mois et ça, c'est complètement rédhibitoire, quoi, hein. Oui, bah, c'est sûr que dans le Voilà. contrat de travail, on sera obligé de changer les contrats de travail pour... Exactement, voilà. Bon, alors je ne sais pas s'il y a d'autres salués dans ce cas, mais donc, et donc j'imagine que dans les négociations avec HLA, la question du 13e mois ne sera jamais remise en cause, je suppose. Voilà. Dans les échanges qu'il peut y avoir entre les CAE et eux, j'imagine que on ne va pas Non, c'est pas remis en sur cause, on cette leur a posé la question. question. Voilà, mais c'est ce qui me paraît normal, hein. Mm. Voilà, bon, c'était juste pour avoir confirmation de ce point-là, qui est une situation un peu particulière, hein, mais voilà, je m'excuse de poser la question maintenant, mais j'avais des problèmes de connexion. Pas de problème. Il y a une question concernant le texte là, que je vous ai mis à l'écran, donc le mail, la réponse du ministère. On va attendre, nous on prévoyait de toute façon de faire un récapitulatif pour les différents scénarios, mais on va attendre d'avoir les réponses aux questions que ce mail a suscitées de notre part, notamment sur le point 3, pour vous transmettre les informations. Est-ce que il y a des questions? Non, non, la problématique. Je regarde dans le chat où est-ce qu'on a fait le tour. Benoît, Oui, du Nord. juste une remarque sur la question de la cohésion. C'est un sujet important, bien évidemment à l'échelle des CAUE, mais à l'échelle de la relation entre nos CAUE, sachant que bon, nous étions largement engagés à l'époque dans tous les échanges pour savoir comment se mettrait en place la convention collective des CAUE avant qu'elle ne devienne additive. Et on avait vu tous les espoirs, les envies et surtout le travail considérable que ça avait demandé. Donc aujourd'hui, je me pose la question de savoir si la fédération représentant le collège employeur est prête à s'investir en temps, quel que soit le choix, pour pouvoir, je dirais, être présente d'une manière ou d'une autre face aux négociations, aux échanges qui peut y avoir lieu, que ce soit Bétique ou que ce soit HLA. Au contraire, est-ce que c'est une pause et puis on regarde un peu les choses venir? Peut-être pour guider cette réflexion-là, on avait eu dans les difficultés que nous avions rencontrées des attaques de salariés concernant les obligations de reclassement, par exemple, au sein par le fait que nous ayons une convention collective et que nous étions assimilés à un groupe. Donc des choses sur lesquelles des jurisprudences sont tombées par rapport à ça. Mais pour dire que c'est une gestion, une convention collective. Et si on veut la regarder en tant que gestion pour un réseau, c'est là-dessus qu'il faut s'organiser. C'est pas, il y a l'impact forcément pour chacun d'entre nous pour, je dirais, au niveau économique, essayer de mesurer les choses. Mais la question est d'ordre plus politique, me semble-t-il. Et du coup, comme certains présidents ou la plupart des présidentes et présidents se sont exprimés sur l'inquiétude sur les moyens
je me pose la question en termes de stratégique, est-ce que ce n'est pas intéressant que le ministère fasse son choix, sachant que le ministère, c'est l'État, et que nos moyens sont déterminés par la loi de finances et pas par une subvention, et que quelque part, la mise en cohérence des choix qui sont faits par rapport aux moyens dont on est doté, vu qu'on n'est pas dans le champ marchand, et c'est important de le souligner par rapport à HLA et Bétic, on n'est pas dans le champ marchand. Donc nos marges de manœuvre pour faire fonctionner nos ressources sont faibles, nulles. Et du coup, la question posée par le ministère serait peut-être intéressante à suivre au sens d'une stratégie d'ordre politique, en disant à l'État, ben, si vous voulez que les CIE soient dans un cadre, quels sont les moyens que vous apportez pour faire fonctionner ce cadre? Alors, si l'État euh, était aussi motivé par l'objet CIE, comment dire, ça serait, enfin Benoît, voilà. Non, ceci étant, la question politique, elle est importante. Aujourd'hui, le réseau des CIE, le conseil d'administration n'a pas imaginé d'ailleurs une seconde et n'a pas souhaité décider seul du choix de la branche. Il a décidé d'ouvrir une large concertation, un large échange avec le réseau, puisque la question qui était posée, c'est du coup, à quelle branche se rattacher? Donc effectivement, il y a un sujet politique qui est la capacité, la volonté, la stratégie de la fédération en tant que collège employeur, mais il y a aujourd'hui à l'agenda le choix de la convention collective. Donc ça, c'est important. Par contre, alors on ne peut pas vraiment dire qu'on est quand même en mode pause aujourd'hui sur ce sujet, ni qu'on regarde les choses venir. Par contre, ce que l'on sait déjà, c'est que de toute façon, s'il y a une représentativité des CAUE dans une des deux branches, et quand bien même il n'y a pas de représentativité des CAUE, par exemple si c'est Bétique, la fédération pourra garder quand même un rôle de représenter, comme le prévoit son statut, les intérêts du réseau, c'est-à-dire d'être une instance avec lesquelles la branche future, les acteurs de la branche future pourraient dialoguer pour connaître quand même les besoins du réseau. Maintenant, politiquement parlant, de toute façon, ce rôle-là, il reste dans les statuts de pouvoir être une instance d'interface plutôt que un dialogue avec 92 structures départementales, plus 5 unions régionales, plus une fédération au sens restreint du terme, au sens de l'équipe. Ceci étant, ce que l'on sait déjà, c'est que si c'est la branche HLA et qu'il y a une mesure d'audience qui nous rend représentatifs, il y aura de nouveau un appel au réseau pour qu'il y ait des présidents au sein du collège employeur. Le président de la fédération ne souhaite pas, lui, personnellement, poursuivre cette représentation-là. On a vu aussi Alain Charrier qui a été très investi dans la convention collective, qui pourrait continuer son engagement, mais il faudra l'ouvrir à d'autres présidents du réseau. Voilà. Ou alors restreint au niveau du conseil d'administration. Bon, en tout cas, ça, c'est à négocier. Mais politiquement, de toute façon, soit il y a une représentation et de fait, il y aura redistribution des cartes, réouverture et constitution d'un pôle pour siéger au sein du paritarisme de HLA. Si c'est Bétique, la question est moins encadrée juridiquement, mais elle reste politiquement là et il faudra toujours continuer à réfléchir à une manière de peser. Alors évidemment, vous l'avez tous compris, ça sera beaucoup plus difficile, hein, voire impossible dans certains cas, parce que voilà, nos mesures 1000 sur 1 million, il n'y a pas photo, mais on cherchera quand même toujours un peu à défendre les intérêts du réseau. Donc ça reste un sujet. Aujourd'hui, le sujet qui nous est posé, c'est quelle branche, mais de toute façon, s'il y a une représentativité, on rebat les cartes. La question du ministère, elle a été posée au mois de décembre au ministère. On leur a demandé, mais euh, euh, les CAUE étant issus de la loi de 77, ayant dans leur gouvernance aussi des représentants de l'État, comme tu l'as un peu dit là, Benoît, il pouvait y avoir un intérêt pour le ministère à aussi avoir une opinion sur la branche qui nous irait le mieux. Non, en fait, ils n'ont pas d'avis là-dessus. Ils le renvoient à nous.
le choix de la convention collective. Ils n'ont pas n'ont pas d'opinion. Et il faut vous dire aussi qu'on est, dans le paysage institutionnel des branches, on est peanuts. Je pense que c'est une des raisons qui explique aussi que même en tant que fédération nationale, on a bien du mal à avoir des réponses, que depuis, enfin, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, je veux dire, d'abord, c'est pas des gros services, et qu'en plus, enfin voilà, on ne pèse pas comme on peut peser si on s'appelait Veolia, si on s'appelait Bouygues, etc. Donc, on n'a rien à voir, et que, il a fallu qu'on aille quand même très, 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 très haut euh, pour obtenir très officiellement la rédaction d'un document qui dit bien que la branche est dénoncée. T'en sais quelque chose, Benoît, puisque Benoît abrite, entre guillemets, enfin, comme salarié, le négociateur de la CFDT. Donc, il a fallu qu'on monte jusqu'au cabinet du ministre pour avoir des informations qui nous paraissent tellement, enfin, qui nous paraissaient à l'époque tellement simples, qui étaient de dire, bah, écoutez, oralement, oui, la branche est dénoncée, les textes le prouvent, etc. Mais nous, on voudrait quand même avoir un écrit. Il a fallu qu'on monte jusqu'au cabinet de la ministre du Travail pour finalement avoir le retour du ministre qui avait changé entre-temps. Donc, c'est pour vous dire que malheureusement, on n'est pas forcément la priorité. Et quand bien même on fait jouer le ministère de la Culture, ça ne va pas forcément plus vite. Donc, on peut le regretter, mais en tout cas, aujourd'hui, le ministère de la Culture comme le ministère du Travail renvoient la fédération vers ses membres pour définir la branche qui pourrait être un peu enfin, idéale, entre guillemets, en tout cas la branche de choix. Euh, Même si on a une mécanique, effectivement, comme tu le rappelles à juste titre, qui fait que notre financement est issu sur une taxe assimilée à un impôt. Et on aurait pu penser que le ministère ait des avis là-dessus. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Pour compléter juste mon propos, et très court, Bettic nous permettrait peut-être d'avoir et de rechercher des alliances avec les milieux professionnels pour s'appuyer sur leur représentation d'employeurs par rapport à ce que nous avons à rechercher. Voilà, donc il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'ont pu dire des collègues par rapport à ces cousinages de branches. Et j'en termine là. Merci. Oui, c'est certain. Voilà, la branche qualité de l'air y est rentrée récemment. Il y a des métiers territoriaux malgré tout, même s'il y a aussi beaucoup d'ingénierie à la base très technique, etc. Il y a aussi des ingénieries qui, comme nous, effectivement, travaillent aussi, œuvrent pour le cadre de vie en général, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est 10h30. Ouais, Mathieu et Madame Barthé. Alors, je suis désolée parce que j'avais indiqué plutôt à Marie Coeffed et Delphine et Jessica 1h30. Vraiment, je vous remercie de prolonger, mais si vous partez, on ne vous en veut pas. Et s'il y a des questions qui restent sans réponse, je vous les enverrai par mail. Oui, il y a Christelle au petit qui attend depuis un moment aussi. Ah, Christelle, alors oui, c'est C'est sûrement. c'est pas D'accord, un pardon. souci, mais moi aussi, j'ai raté un petit morceau au début parce que j'avais une autre visio avant. En fait, c'était juste pour les CAE qui sont actuellement à 12 mois de salaire. Selon le choix, en fait, il y en a une qui obligera au 13e et l'autre non, si je dis pas de bêtises, dans les conventions collectives proposées. Et sauf si on fait un accord de ce que vous disiez tout à l'heure, un accord qui dit on peut rester à 12, c'est bien ça. Et si on veut passer à 13, on est obligé d'augmenter d'un mois de salaire, mais on ne peut pas étaler les 12 sur les 13. On est d'accord avec ça, c'est bien ça? Oui, Enfin, c'est sous ça. réserve Pour rester à 12, il faudrait un accord d'entreprise Ouais. et être au-dessus des minima qui intègrent le 13e mois. Et votre deuxième partie de question, c'était quoi? C'était Ma deuxième partie, c'était on peut pas, enfin aujourd'hui, si les salaires sont au-dessus justement la classification des emplois, on peut pas dire on passe à 13 mois et on diminue les 12 premiers quoi. Ah bah, On peut dans rester ce cas, sur un salaire brut il annuel faudrait, équivalent. Ça, on n'a pas le droit de faire ça, je suppose. eh ben, on a le droit avec l'accord des gens et il faudrait, enfin, c'était un peu l'option qu'on avait traitée dans la note en disant on pourrait envisager de, par accord, faire des modalités du 13e mois avec un versement par 12e. Mais dans ce cas-là, il faudrait en plus avoir l'accord individuel des salariés pour changer la structure de la rémunération, qui serait plus une seule ligne de salaire, mais une ligne de salaire plus un 12e du 13e mois chaque mois.
Donc, D'accord. c'est pas impossible, mais ça nécessite accord d'entreprise plus accord individuel. Ok, merci. Mathieu, Madame Bartet, pardon. Oui, merci. C'était pour réagir vis-à-vis de l'intervention politique de M. Poncelet. À l'heure actuelle et pour les 3 ans à venir, nous allons être sur des ministères techniques et donc on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de prise de position politique. Donc il faut tenir compte uniquement de nos propres forces. Voilà. Après, j'ai entendu aussi dans le débat le besoin de stabilité parce qu'on est quand même dans une situation d'instabilité depuis un moment. Et du coup, je me demande si la voie du décret ministériel ne nous permettrait pas d'être beaucoup plus dans la stabilité, parce que si on repart sur des négociations après à l'intérieur d'une branche, on a bien vu sur Aditi, ça n'a pas bien marché. Et je mets personne en cause, mais c'est compliqué. Si c'était simple, on aurait eu le résultat rapidement. Là, on a négocié pendant un certain temps pour arriver à une rupture de la négociation. Moi, j'ai pas envie qu'on reparte sur 18 mois de négociation pour aboutir à une rupture. Je pense qu'il faut maintenant qu'on stabilise. On n'aura pas de réponse politique du niveau national, ça c'est clair. Et nous, il faut qu'on stabilise vis-à-vis de nos salariés parce que l'indécision est pire qu'une solution. Voilà, donc je n'avais pas cette opinion en début de négociation, de cette réunion, mais là, il me semble que maintenant, il faut arrêter de tourner autour du pot, qu'on en choisisse une branche, qu'on demande au ministère de nous rattacher, et après, on verra comment on s'adapte. Voilà, excusez-moi, mais là, je pense on est vraiment trop dans l'indécision et c'est trop angoissant pour l'ensemble de nos salariés. Voilà ma petite contribution du jour et je vais devoir vous quitter. Merci, Madame Barthé. Mathieu. Oui, moi j'avais une question qui est un peu anecdotique sans doute, mais par rapport aux autres membres de la branche qui a échoué, les agences d'Urba, les ALEC, est-ce qu'on connaît un peu leur orientation aujourd'hui? Alors, l'AFNO enfin, l'AFNO, c'est Bétic. Ils ont choisi D'accord. Bétic et ils ont commencé les négociations. Enfin, pas les Donc, c'est négociations, mais ouais. Donc, c'est par rapport à la présence d'organismes qui sont proches des nôtres ouais. dans telle ou telle convention, en fait. Voilà. Donc, l'AFNO, Bétic. D'accord. CNER, ça avait changé de directeur, donc ça va être un peu plus long à se décider parce que voilà, il faut rentrer dans ce sujet-là. Et puis, les ADIL, j'ai le sentiment, mais là, c'est pas une actu, c'est pas assez récent. Enfin, je pense qu'au départ, ils étaient plutôt HLA. Et là, il semble pour la fédération qu'il y ait peut-être une inflexion vers Bétique, mais ils n'ont pas fait de sondage. D'accord, Donc, il faudrait merci. que voilà, faudrait que je revienne vers eux là, maintenant, à la rentrée, pour voir si. Et Flamme, c'est pas encore complètement à l'agenda de politique du réseau Flamme, même si ça reste une urgence quand même. Merci. Ok. Pas d'autres questions? Non, c'est bon? Bien, ben écoutez, merci. On fera un prochain communiqué donc sur les process, puisque on attend les réponses du ministère. Et puis, cette visio sera déposée sur Dièse. Merci à Marie, Delphine et Jessica pour votre participation, pour les réponses aux questions. Voilà, donc rendez-vous le 25. La conférence des présidents, elle est ouverte aux présidents qui peuvent se faire accompagner aussi des directeurs ou des délégués régionaux. Le vote se fera par voie électronique. À l'ordre du jour, évidemment, le sujet de la convention collective avec le choix et les modalités de vote. Et puis, on fera également un point, une actualité fédérale en général. La visio est prévue sur une durée de 2 heures. Si vous avez des questions entre-temps, posez-les
pour qu'on arrive à tenir ce format du 25. Voilà, mais donc si vous avez encore des questions sur les simulations, notamment, n'hésitez pas à contacter Marie, qui est de retour de vacances. Merci bien. Merci, bonne semaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.